Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir on est là pour parler séries télé, on va faire notre bilan des séries que l'on a préférées en 2024. Et pour ceci, je suis avec Flamme. Bonsoir tout le monde. Je suis avec Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et avec Chris. Salut. Et c'est Chris qui sera ce soir notre maître de cérémonie. Ça change, d'habitude je suis juste là pour dire des bêtises, alors du coup je suis un peu impressionné. Non, pas du tout. Ça va normalement. Ouais, quelques petites actus quand même avant de démarrer, le temps que tout le monde nous rejoigne, mais normalement avec un quart d'heure de retard, tout le monde doit être là, je pense. Quelques petites choses concernant la garde de nuit. Alors du coup, à partir de demain, vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sauf YouTube, parce qu'on est toujours en décalé pour privilégier les abonnés sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Music, Spotify, toutes ces choses-là. Vous aurez le nouveau podcast de la garde de nuit, donc 2 heures de discussion passionnante autour de la figure de Jon Snow, avec Babar des Bois qui fait son retour, et Nymphadora qui est aussi des nôtres. Et petit spoiler, le mot Mésopotamie a été prononcé à un moment, je vous laisserai découvrir quand. Ensuite, jeudi, Nymphadora revient pour un MMA, donc du coup un manuscrit de Mestre Aemon autour du premier tome du Trône de Fer qu'on va décortiquer avec d'autres gens qui sont issus de différents fandoms, donc des gens de Tolkien Deal, des gens de la Pierre de Tyr, donc autour de la Roue du Temps, et des gens de la Gazette du Sorcier, puisque ça rentre dans le cadre de la promotion et aussi du démarrage finalement du Fandival, donc le festival en ligne des fandoms de l'imaginaire qui aura lieu à la fin du mois. Donc je me plante toujours dans les dates, mais j'imagine que si je dis 25-26, je tombe juste. C'est ça. Ça a l'air d'être ça. Voilà, et j'ai tendance à dire 23-24 tout le temps, c'est pour ça. C'est 25-26. Et voilà. Mardi prochain, on fait encore un MMA, encore sur un premier tome d'une de ces sagas-là, avec pour le coup le premier tome de la Roue du Temps. Alors je sais pas qui est de MMA ce jour-là, Nymphadora, toi tu le sais peut-être. John, ce sera Shruddy et ce sera Willa qui seront accompagnés de Edlyn qui est une éminente membre de la Pierre de Tyr. Ok. Et jeudi prochain, on se retrouve encore une fois pour un bilan film, cette fois de 2024. C'est très bien, ça me laisse encore une semaine pour rattraper plein de choses que j'avais pas vues. Voilà grosso modo ce qui vous attend. Et puis du coup pour la fin du mois de janvier, le Fandival, donc qui commencera le 25 au matin et qui se terminera le 26 au soir, donc du samedi au dimanche. Vous pouvez rester avec nous, il y aura des jeux, il y aura des discussions entre passionnés. Il y aura des battles de fandom, enfin il y aura tout un tas de choses réjouissantes autour de la célébration de ces 4 univers. J'ai rien raté, c'est bon? Bah écoute, non, je crois que c'est déjà un bon programme, on passe notre vie sur Twitch là en ce moment. Ouais, c'est ça. Après on prend des vacances en fait. Même pas, le mardi d'après on est encore de MMA. C'est ça. Et là, manque de bol, Dunkelhoff sort au mois de mars. Ah non, bon. Pour ce qui est du coup de ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est donc le bilan. On a besoin de... C'est donc le bilan des séries qu'on va faire aujourd'hui. Et pour ce qui est de ce bilan, déjà, est-ce que vous avez regardé beaucoup de séries cette année? Est-ce que vous en avez regardé plus que l'année dernière? Est-ce qu'il y en a qui font des statistiques ici sur le nombre de séries qu'ils ont vues, pas comme moi qui me rend compte de qu'est-ce que j'ai regardé à la fin de l'année? Moi je peux commencer parce que j'adore faire des statistiques, mais je n'ai pas fait trop de statistiques cette année. J'ai regardé quelques séries, moins que les autres années, et en bilan mitigé. Moi j'ai beaucoup moins regardé de séries que les années d'avant. Et mes statistiques sont foirées. Parce qu'en fait, j'ai compté en janvier, février tout ce que j'avais regardé en novembre, décembre de l'année dernière. Donc du coup, ne comptez pas sur mes stats, elles sont nulles. Voilà. Elles sont biaisées. Et j'ai vu très peu d'épisodes comparés aux années d'avant. Vraiment très peu. Ok. Et toi, Flamme? Ouais, bah pareil que les filles. Honnêtement, j'ai regardé beaucoup moins de séries cette année, mais niveau stats, ça va, ça passe.
Moi j'ai fait, On moi j'ai compte fait une sur toi. petite, ouais, j'ai fait des petites stats. Moi, j'ai quand même, il y a une grosse période où j'ai rejoué à The Witcher 3. Du coup, par conséquent, il y a 3 mois où j'ai rien, j'ai rien fait d'autre. Mais mine de rien, j'ai quand même regardé 21 saisons en tout. Ça fait quand même beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. C'est clairement Ouais. possible. Après, il y a des trucs que j'ai maté, il y a des trucs que j'ai maté en entier. Tu vois, genre j'avais jamais vu Dark, j'ai regardé Dark. Tu vois. Et du coup, ça fait 3 saisons d'un coup. Tu vois, ça va vite. Voilà, Il faut rester concentré. c'est ça. Je l'ai fait en début d'année, comme ça après j'étais tranquille. Hop. Alors, Donc, attendez, juste du tout coup, droit. je viens de récupérer un casque. Je vais faire une petite Ah, manipulation technique en C'est le espérant que meilleur ça moment. fonctionne. Le chat me dira si ça fonctionne ou pas. Hop. Alors, suspense. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Attendez. Arrêtez sur le chat qui disent qu'ils n'entendent plus rien du tout. Alors, Ah. je remets mon son normal et on entend toujours. Et pendant que. Et je vous laisse papoter. Et pendant ce temps-là, j'essaye de résoudre mes histoires de casque. Parce que Oui, il y a quelqu'un qui normalement. signale que c'est les 20 ans. Il y a quelqu'un qui signale que c'est les 20 ans de la garde de nuit, accessoirement au mois de mars. Mais cette année, on a décidé de fêter ça en octobre. Non, on Donc, fera on les quand même des fêtera trucs peut-être en mars. Voilà. Non, on va faire peut-être des trucs en mars. On fera des trucs en mars, mais ça sera léger par rapport à ce qu'on a pu faire d'autres années, Ouais, ouais. quand c'était les 15 ou les 17 ans de la garde, par exemple. Voilà. Mais oui, effectivement, on aura 20 ans en mars, et peut-être même qu'en mars, ça fera un certain temps que George R. R. Martin a annoncé Dead Swiss Dragons. Si on veut vraiment rentrer dans les trucs qui font mal. Non, mais arrête. Non, ça on n'y croit Tu plus. parles de choses qui fâchent. On n'y croit plus, ça. Alors, attendez. Ceci étant dit, le truc qui faisait le plus mal, je crois, mais vous vous en rendrez compte en écoutant le podcast sur Judd, il y a juste il y a un moment en live dans le podcast où on se rend compte que le brouillon du Trône de Fer date de 1993 et que c'était du coup il y a 32 ans. Et là, ça pique un peu. Mais est-ce qu'on Ouais. à 32 ans, ouais, ça fait pas mal, hein. Ouais. C'est de la moitié du temps de l'existence de l'assaut à attendre tout. Oui. Quelle tristesse. Merci de nous le rappeler. Ah là là. Bon, bah écoutez, tant pis. On va oublier ces histoires de casque. On l'a et fait on va comme ça. partir comme ça. Et si le son est un peu moins bon que d'habitude, je m'en excuse platement. Après, moi je trouve ça correct, hein. Je pense que dans le chat ça doit être pareil. Pareil. Parfait. Et bien, du Eh coup, ben, on est parti. allez. Eh ben écoute, puisque c'est le premier bilan de Flamme, c'est Flamme qui va ouvrir le bal avec la première catégorie, la meilleure musique ou le meilleur générique du coup de cette année. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, le problème étant que j'ai eu énormément de mal à me décider dans chaque catégorie pour en sélectionner qu'une seule. Donc, je vais essayer de faire court. Dans les meilleurs génériques... Sinon, tu en mets une, et si jamais quelqu'un d'autre l'a pas dit, tu le redis à la fin. Moi, c'est ce que je fais généralement. Je pense que tout le monde va les citer. Et enfin, en plus, c'est tellement évident. Mais il y en a deux pour lesquels, en fait, c'est vraiment le meilleur générique pour moi. Parce que c'est des génériques que je ne passe pas, pour le coup. Vraiment, je les regarde à chaque fois. Il y a House of the Dragon, évidemment, puisqu'il a changé visuellement. Mais au niveau musique, non. Donc, bon... Et Arcane aussi, je la citerai, puisque pareil, visuellement elle a changé, mais musique non plus, bien que voilà, ce soit des petits coups de cœur pour moi. Il y en a une dernière que j'ai beaucoup aimée, la série pas forcément très connue, je crois pas, en tout cas c'était une série Netflix qui s'appelle Un couple parfait, je sais pas si quelqu'un l'a vu ici, mais le générique m'a un peu surpris. Je l'adore. Je l'ai pas mis à cette catégorie-là, je l'ai mis dans une autre catégorie, mais le générique était formidable. Voilà. Pour le coup, je m'attendais pas du tout à un générique pareil, et en fait, je ne le passais jamais parce que j'étais trop hype à chaque fois qu'il passait. J'adorais voilà. ce générique. Très,
Ah ouais, vraiment, il contrebalance complètement avec la série en elle-même. Donc voilà, il était super entraînant et très très cool. Donc voilà, moi ce sera plutôt couple parfait, mis à part les deux en premier que j'ai cités, mais qui n'ont pas changé suivant les saisons. Alors attendez, j'essaye de mettre en... là. Essaye de gérer les images. J'essaye de gérer les images. Hop. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous, cette cascade doit être effectuée par des professionnels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger cette image. Attention, hein, c'est... C'est l'image qui te tourne. Ton cadre, il a l'air d'être bon. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà. The Perfect Couple. Oh, merveilleux. Je garantis pas que ça sera stable pendant tout le reste du live, mais pour l'instant, on le voit. Et toi, Yoda, du coup, qu'est-ce que t'as dit moi, j'en profite, du coup, c'était Arcane, sur la meilleure musique. Et vraiment, je pense que je me répète un peu chez Akane, mais la musique dans les séries, c'est vraiment un truc dont je n'ai absolument rien à faire. Et vraiment, je peux regarder une série et en terminant la saison entière me dire ouais, la musique, ouais, c'était peut-être sympa, j'en sais rien, je me souviens de rien. Voilà. Là pour Arcane, pour le coup, j'ai beaucoup aimé la musique, tous ces petits thèmes musicaux. Je trouvais que ça servait bien l'histoire en plus aussi. Et puis je voulais parler d'Arcane un petit peu de toute manière parce que je suis pas certaine d'en reparler dans d'autres catégories. Du coup c'était l'occasion de caser cette série que je pense a divisé pas mal les gens nous, sur le forum. Mais que moi j'ai bien aimé, voilà. Donc saison 2 d'Arcane. Là j'ai trouvé la musique très très sympa. Non, mais je confirme. Moi c'est ce que j'avais mis avant le slash pour mettre un autre nom. Du coup, je pense que c'est relativement unanime de ce côté-là. Ouais, bah moi j'avais mis aussi Arcane. Hein. D'accord. Est-ce que tu avais un second choix d'en faire du coup ou pas? Je n'avais pas de second choix. Si j'y avais pensé, j'aurais mis... Ah si, j'en avais un quand même. Si j'y avais pensé, j'aurais mis The Perfect Couple. Et j'avais donc un troisième choix qui est The Office. Donc la série comique avec Steve Carell. Bon, j'adore le générique. Je trouve que il est hyper efficace. Enfin, la musique est très 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 belle. Et c'est une des séries dont je ne passe jamais le générique. Et je saurais pas dire exactement ce qui m'accroche dans ce générique, mais vraiment, je sais pas, il a une ambiance, il a un truc, une couleur vraiment particulière. Et bien moi, mon deuxième choix, c'était la série avec David Tennant qui est sortie au mois de novembre sur Disney+, qui s'appelle Rivals, si je dis pas de bêtises. Alors c'était pas forcément pour le générique, mais c'était plus pour le côté... Bon, c'est une série compile, hein, vraiment ça se passe dans les années 80, il y a tout ce que tu veux des années 80 dedans. Mais sur les choix, la manière dont certaines musiques sont choisies, pour accompagner quelle scène et tout ça, c'était assez malin. Et du coup, bon, pour ceux qui savent pas, c'est globalement la télévision privée gérée par un lord anglais qui est absolument odieux, qui est joué par David Tennant, dans les Cotswolds, où tout le monde se connaît, et tout le monde se cherche un peu. Voilà, c'est à la fois très mignon, très rigolo et assez acide. Du coup, c'est sympa. Voilà. Elle est sur les et on va passer. Hein? Elle est sur ta liste. Ouais, ça prend 8 épisodes. Ça se regarde bien. Ça se regarde bien. Alors, je savais pas si c'était tout un ensemble. Tennant à la télévision. C'est ça. Et surtout quand il est un peu dans un rôle principal, parce que pour le coup, il est là tout le temps. Et moi, il me fait rire. Alors, c'est pas le seul, parce que du coup, il y a le mec qui joue Kili dans le Hobbit, je sais plus, le nain imberbe du Hobbit, qui du coup a une très grosse moustache. Et il se balade avec une espèce de pornstache des enfers dans la série, et c'est super drôle. Enfin, je sais pas, moi, il a une tête qui me fait beaucoup rire, qui m'amuse beaucoup. Voilà. Puisqu'on parlait des rires, on va passer aux larmes. Catégorie suivante. Cette fois, c'est Yoda qui va commencer parce que je sais qu'elle a plein de choses à dire sur cette catégorie. La série qui vous a fait pleurer. J'ai rien à dire sur la catégorie qui fait pleurer parce que je ne pleure jamais ou alors je regarde pas des trucs tristes, j'en sais rien. Je sais pas trop. Du coup, j'ai tournicoté le machin. C'est une série qui en fait aurait pu aller dans le premier thème sur les musiques et qui en fait de base je voulais parler dans le thème d'après, et puis au final, bah écoutez, je vais la caler là parce qu'en fait, ça fait un petit peu pleurer de rire, donc ça va. C'est of Vox Machina, qui a des chansons très très fun.
et, et qui est aussi très drôle. Voilà. Et c'est un dessin animé qui reprend une web série de ces gens-là, de Vox Machina, qui en fait font des jeux de rôle. Et en fait, c'est la un version actual play transformé en version animée. Voilà. On va s'animer, voilà. Du coup, c'est tout un groupe d'aventuriers qui ont des aventures. Là, voilà. Mais j'aime beaucoup la troupe, en fait, toute la petite troupe qui est très rigolote. Et en fait, ça aurait pu rentrer dans le thème sur les musiques parce qu'il y a un gnome barde qui chante et qui est vraiment... J'aime beaucoup. Mais en fait, j'aime tous les personnages, vraiment, je les trouve tous très, très drôles, c'est très amusant. Et voilà, du coup, vous pouvez pleurer de rire en regardant Vox Machina. La 3 saisons, c'est sur Amazon, me semble. J'ai vu que les 2 premières, donc il m'en reste encore une à regarder. Je suis très à la bourse sur mes séries, mais voilà. Oh, vaut mieux ça que de se dire ah merde, c'est déjà fini quand même. Exactement, voilà. Et toi, Nympha, du coup, ta série qui t'a fait pleurer cette année? Alors moi, pour le coup, elle m'a vraiment fait pleurer. Elle m'a pas fait pleurer de rire du tout. Ça s'appelle Unbelievable. C'est une série, c'est une mini-série de Netflix où on va suivre une jeune fille qui subit un viol et les gens ne croient pas qu'elle a été violée. Parce que les circonstances du viol sont particulièrement glauques et bon, c'est dans les c'est pas récent. Je pense que ça doit être dans les années 90, donc du coup les policiers sont moyens conscients des réalités du viol et ne sont clairement pas du tout psychologues. Et ils vont traiter cette jeune fille extrêmement mal. Finalement, des années et des années après, on va aussi suivre 2 policières qui vont reprendre l'enquête parce qu'il s'avère que le violeur de cette jeune fille est un violeur en série et qu'il y a beaucoup d'éléments qui se recoupent de partout. Et ces 2 policières vont... découvrir que en fait c'est des viols en série et donc elles vont remonter le fil et voilà et vraiment c'est une série bouleversante et surtout le premier épisode il m'a vraiment mis en PLS parce que donc on va voir cette jeune fille qui est en plus très très jeune hein, je crois qu'elle a 16 ans, un truc comme ça et qui est face aux policiers qui ne la croient pas et qui la ridiculisent et qui l'invisibilise et c'est d'une violence atroce et c'est très bien fait et c'est très 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 bien joué. C'est avec Toni Collette, avec Merritt Wever et avec Caitlin Denver et toutes les 3 sont brillantes et voilà. Donc une excellente mini-série mais faut avoir le cœur un peu bien accroché quoi. C'est pas facile à regarder. Ouais, c'est pas le truc où tu te dis ce soir c'est la soirée du fun quoi. Non, vraiment pas. Ça fait vraiment mal, ça bouleverse et ça met très en colère, mais vraiment c'est une très bonne série. Et toi, Flamme, qu'est-ce qui t'a fait pleurer cette année? Moi, je vais reciter Arcane et précisément un épisode en particulier. Je crois que ce fut l'épisode 6 où j'ai le plus pleuré. J'ai l'âme sensible quand il s'agit d'un personnage que j'aime beaucoup et qui vient d'arriver dans la saison. Voilà. Après, je veux pas spoiler quelqu'un qui l'aurait pas vu, mais ouais, l'épisode 6 a été très difficile à regarder pour moi. Et là, pour le coup, vraiment, il y a eu des larmes. Vraiment. C'était pas genre j'étais triste, il y a eu des petites larmes de tristesse absolue. Je m'attendais pas à ce petit sacrifice. Voilà. Je l'ai pas vu venir et il était beau et j'aimais bien ce personnage en plus, je le trouvais choupi. Voilà, donc ce sera Arcane pour moi.
Alors, attention avec la définition de choupi, parce que chez Yoda, ça veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que Non, choupi c'est vrai. choupi et creepy, c'est des synonymes des fois. Du coup, Vous voulez mon perso choupi d'Arcane préféré? Vas-y, Yoda. Bah, c'est Victor. Donc, voilà. ouais, je suis assez d'accord, mais je pense qu'il y a une vibe, son doubleur il est pour quelque chose, vu que c'est... Oh, Harry Lloyd. carrément. Voilà. Mais moi, tu me mets Harry Donc, Lloyd n'importe quand, voilà quoi. C'est Moi, je le trouve choupi C'est dans comme la David saison Tennant, 1, il y en a mais dans jamais la saison assez. 2, moins quand même. ah, Saison- c'est clair. Oh. Qu'est-ce que t'as dit, Nympha? Je Pardon, dis que je t'ai coupé, je crois. saison 2, je le trouve quand même nettement moins choupi que dans la saison 1. Dans la saison 1, vraiment, je le trouve super choupi, Victor. Mais, saison 2, j'étais moins convaincue par... de manière générale, j'étais moins convaincue par la saison en entier. Je trouvais que... Il y avait plein de choses excellentes, mais je pense que j'en attendais trop. Et puis, le côté un peu métaphysique, c'est jamais ce qui me branche le plus. Donc, moi, j'aimais qu'on suive les personnages et j'aimais qu'on y aille jusqu'au bout des choses et qu'on pleure avec eux et tout. Et je trouve qu'on le faisait plus en saison 1 qu'en saison 2. Bah ouais, moi je sais plus, je crois que c'est Ridan qui avait résumé ça en disant les trucs que je comprends m'intéressent pas et il y a d'autres trucs je les comprends pas, du coup j'ai du mal à rentrer dedans quoi. Ça m'a fait à peu près cet effet là la saison 2, même si bon dans l'ensemble c'est quand même de facture plus que correcte, faut pas non Ça, plus c'est quand tirer même sur bon. l'ambulance, on est quand même en face de quelque chose de vraiment une espèce d'anomalie dans le paysage de la série Netflix qu'on ne reverra plus, je pense, derrière. Même s'il y a des séries dérivées Arcane, je suis pas sûr qu'elles aient le même niveau technique que celle-ci. Est-ce que Arcane, c'est toujours Euh, bien ou est-ce qu'il y a des moments je light trouve le perso demande-t-on sur choupi, le mais chat. sinon, je pense que l'arc de Victor a quand même été mon arc préféré, quand même. Donc, voilà. Et donc le chat nous demande si c'est toujours dur ou alors si c'est vraiment ou s'il y a quand même des moments un peu plus light dans Arcane. Je dirais qu'il y a un épisode 7 qui est plus léger, mais qui fait pleurer quand même, quoi. Mais... Voilà. Ouais, est-ce que c'est... C'est pas léger, Arcane, quand même. Je crois pas C'est pas que ce soit léger, comme de ça. toute manière, c'est voilà. pas léger, Moi, c'est je pas trouve que léger. sur ce volet-là, c'est dans la lignée de la saison 1, quand même. Oui, on est quand même au même endroit. On va à peu près au même endroit, en vrai. Hein. Ouais. En Oui, termes c'est- d'émotion, je veux dire. Voilà. Ouais. Moi, Marco qu'est-ce que nous j'ai dit mis qu'il en a jamais pleuré devant saison qui m'a Arcane, fait donc c'est peut-être pleurer? juste nous qui avons des trucs tristes. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis House of the Dragon saison 2, parce que vous vous rendez compte quand même, à un moment, il y a des braquettes et des nerfbosques, et il meurt. je savais pas trop quoi mettre. Du coup, si, j'ai quand même mis House of the Dragon saison 2, parce que je pense que dans les trucs qui m'ont un peu ému en termes de séries télévisées cette année, il y avait quand même le début de la saison, où il y a quand même des scènes, je pense... aux funérailles ou des trucs comme ça qu'on a dans le premier épisode, des choses comme ça qui sont assez fortes en émotion. Je pense que j'ai pas été plus loin en termes d'émotion, tristesse que ça cette année, quoi. Alors que moi j'étais complètement en PLS au moment de la mort de Mélis aussi. Hein. La mort de Rhaenys et Mélis saison 2. Et ouais, bah moi pas trop, tu vois. Donc bon, c'est vraiment sur le début que se focalise le truc. Même l'ouverture du deuxième épisode avec ses violons et tout ça, et des gens en colère avec des ralentis, là, ça m'allait bien. Enfin voilà. Je sais que c'est marrant parce que je crois que l'année où on a fait le bilan série pour House of the Dragon saison 1, on s'est interdit de le mettre dans certaines catégories. Et cette année, bon, c'était un peu moins bien, on peut le mettre cette fois, ça va, ça fait pas trop, on est des fans. En général, j'ai toujours du mal à le caser quelque part, quand même. Bah, c'est un peu à part quand même comme type de visionnage pour nous dans le. Oui, on regarde pas cette série-là de la même façon qu'on regarde les autres, quoi. Du coup, c'est particulier. Et du coup, la série qui vous a fait rire, vous avez le droit de dire aussi House of the Dragon, parce qu'il y a des moments où c'était rigolo, Damon il avait des visions, alors on se marrait, enfin voilà. Cette fois, c'est Nympha qui s'y colle. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Alors moi j'ai mis Only Murders in the Building. Alors il me manque encore la toute dernière saison à regarder, mais n'empêche que notamment la saison, alors ça doit être la saison 3, a
Celle où il y a la comédie musicale. Avec la comédie musicale, mais je l'ai Ouais, tellement bah oui. aimée. Elle était tellement formidable. C'est un bijou cette série. Elle me fait Bah, tu vois, atrocement rire et les trois acteurs, je les adore quoi. Bah, tu vois, typiquement, le moment où il y a Meryl Streep qui chante dans cette série-là m'a plus fait pleurer que toute cette année, je crois. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc à ce moment-là, ça m'avait chopé. Mais ouais. Mais par contre, j'ai préféré la saison 3 à la saison 4, ouais, j'avoue. Mais parce qu'il y avait la comédie musicale. Donc, du coup, forcément, ça joue. Je l'ai pas encore vu la Et série. toi, Flamme, qu'est-ce qui t'a fait rire? Alors moi, c'était pas une grande rigolade, mais j'ai beaucoup aimé le côté décalé de la série Fallout. Honnêtement, j'ai ri à certains passages. Je trouvais ça plutôt sympa et ça m'a permis d'en parler aussi parce que je l'avais mis dans aucune autre catégorie. Ouais, Fallout, j'ai jamais joué au jeu, mais même voilà, en ne connaissant pas l'univers ou quoi, c'est une série qui est vraiment sympa. Déjà visuellement, elle est très belle, je trouve. Et franchement, ouais, j'ai pas mal souri tout le long, même si elle reste quand même assez gore, hein, quand même, on peut pas le nier. C'est pas une série fortement comique, mais voilà, le côté un peu décalé et un peu osé de certains trucs m'ont fait rire. Voilà. Est-ce que les autres, vous avez un avis sur Fallout? Ou peut-être vous l'avez pas vu, du coup, mais... Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non Ok. plus. Moi, je l'ai vu. J'approuve le côté. Il y a vraiment des situations un peu burlesques dans ce monde post-apo qui peuvent déclencher Ouais, voilà. à minima un sourire, on va dire. C'est ça. Et c'est plutôt très intéressant, je trouve, quand tu prends. Quand tu sais que ça a été fait par Jonathan Nolan et comment il a écrit Westworld et tout ça, il y a quand même des choses qui se recoupent et c'est assez intéressant à regarder du coup. En ayant conscience des thématiques, que les thématiques abordées sont des thématiques qu'il aime bien, du coup. Voilà, c'est une version plus fun de Westworld finalement. C'est vrai, c'est exactement ça. Ah vas-y, ça me la vend de ouf. Hein? Ça me donne trop envie de la regarder du coup. Après, il faut accrocher un peu à tout ce qui est humour dedans. Je pense que ça passe ou ça casse aussi avec certaines personnes. Mais bon, si le premier épisode te plaît, je pense que ça sera ta cam jusqu'au bout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si le premier épisode est ok, c'est quasiment pareil après tout le monde. Et Ça toi, donne Yoda, envie, en tout qu'est-ce cas. qui... Tiens, plus la parole. Oh, c'est beaucoup plus très, très léger. Buzzer, un tout petit dessin animé mignon choupi. On peut aller dans les choupis d'ailleurs, mais en fait c'est plus drôle que choupi en fait, qui est passé sur Netflix. Et c'est l'histoire redire le d'une titre famille de dinosaures. Faut que tu redises le titre pour Nafa, elle l'a pas eu. Ah pardon, Bad Dinosaurs. Dinosaures. Merci. Je ne sais pas comment bah. c'est traduit. Terriblement dino. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est une maman dinosaure et ses 3 enfants dinosaures qui vivent des aventures de dinosaures. Voilà, et en fait c'est très drôle parce que les 3 enfants dinosaures, en fait, ils se chamaillent, voilà, son machin, tout ça. Et c'est très, très drôle. Alors, en plus, ces épisodes ont des noms de films. Ça y fait un petit peu référence à chaque épisode. C'est très court, les dinosaures parlent pas, donc voilà, ça passe assez vite. Mais en fait, c'est vraiment très fun et moi je pensais en plus regarder ça, c'est sympa, machin, mais en fait, c'est drôle. Voilà, du coup, si vous cherchez un petit truc fun à regarder avec des enfants, voilà. Bad Dinosaurs, c'est très mignon. Et toi Chris, du coup? Moi j'ai mis Extraordinary que j'ai découvert cette année et que je n'avais pas vu avant, qui est sur Disney+, si je dis pas de bêtises, qui est une série, c'est une sitcom en 2x8 épisodes puisqu'il y a 2 saisons pour l'instant, une 3e est validée je crois si je dis pas de bêtises, et globalement c'est l'histoire dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, Jen 25 ans n'en a pas, mais donc du coup dans sa coloc elle vit avec des gens qui ont des pouvoirs et tout autour d'elle il y a des gens qui ont des pouvoirs et elle aimerait bien en avoir pour pouvoir se sentir intégrée dans le monde. Et il y a vraiment des situations qui sont vraiment très marrantes. À la fois, ça, je sais pas, c'est un truc vraiment à la britannique, c'est-à-dire que ça peut convoquer le marrant comme le triste en même temps. C'est-à-dire qu'elle a sa coloc qui a un pouvoir qui est de réincarner quelque part les morts, les gens qui sont morts, donc elle s'en sert pour rigoler en faisant revenir Adolf Hitler pour l'insulter, et en même temps
il y a un moment un peu choupi où en fait tu comprends qu'elle a perdu son père et sa coloc fait revivre son père pour pouvoir avoir des dialogues avec lui. Donc du coup il y a plein de petits moments comme ça où ça passe un peu du rire aux larmes, c'est vraiment très très bien foutu. Tous les personnages sont attachants, c'est vraiment très rigolo. Oh, je suis flou et pixelisé, je ne sais pas ce qui se passe. Non, c'est bon. C'est que moi. C'est que toi, je crois. Bah, moi je te vois plutôt bien. Je te vois bien. Ok, ça marche, c'est que moi qui ai du mal, je pense que le signal Discord doit être un peu faible. Mais du coup voilà quoi, en gros le truc qui m'a fait marrer cette année, et globalement à la fin du premier épisode tu te rends compte que il y a un personnage qui peut se transformer en chat et du coup ça donne lieu à plein de situations comiques parce qu'elle l'adopte sans savoir que c'est quelqu'un. Voilà. Oh. Voilà. Ça a l'air très fun. Ça prend vraiment pas longtemps, c'est du 20 minutes en plus, hein, donc du coup c'est vraiment, quand je te dis que c'est vraiment très court, ça se binge un peu trop vite même, t'aimerais bien qu'il y en ait plus quoi. Que 8 fois 20 minutes, ça fait quoi? Ça fait, 2 heures, 2 heures et demie à tout casser? Même pas. On va passer à la catégorie qui en dit le plus long sur nous finalement, la catégorie plaisir coupable. Je n'oserais pas le dire en anglais parce que du coup je vais sans doute avoir une prononciation toute nulle de guilty pleasure comme ça. Mais la catégorie plaisir coupable. Et hasard de mon prompteur, c'est Yoda qui s'y colle en premier. Et moi mon guilty... Ah, je sais pas prononcer moi non plus. Petit plaisir coupable. C'est ça. C'est Heartbreak Height. Ah, vas-y, au moins, j'y vais jusqu'au bout. En fait, Heartbreak Cœur à vif, la nouvelle version, celle qui passe sur Netflix. Voilà. Du coup, quand vous étiez jeune ou pas, je ne sais pas, mais moi quand j'étais jeune, il y avait Heartbreaker qui passait à la télé. C'était la série que je regardais en rentrant du lycée. Avec Drazik et Anita. Alors Anita et Drazik, je ne les ai que très peu connus, moi pour le coup, parce que j'étais à la fac là, à ce moment-là, et du coup j'avais plus le temps de regarder Heartbreaker, mais par contre les premières saisons, je les ai regardées dans tous les sens. Voilà, et donc Netflix en a fait... C'est pas vraiment un remake, c'est plutôt une suite parce que... Enfin une suite... Il y a vaguement 2-3 persos de l'ancienne génération qui réapparaissent là dans la nouvelle. Ça a pas giga super bien vieilli, l'ancienne version d'Heartbreak Cœur à vif en fait. Quand vous revoyez certains épisodes, c'était quand même pas giga fabuleux. Alors que moi j'en avais plutôt un bon souvenir, mais bon, il y a certains thèmes qui étaient quand même assez mal... développés, mais bon, ça date aussi d'il y a 20-30 ans, donc c'était peut-être... a aussi alerté sur certains sujets. Enfin, bref, je vais pas les faire avec cette nouvelle version. Moi, je me suis régalée, vraiment. Du début à la fin. Alors, les persos, ils sont over the top, mais vraiment, c'est de l'abus tout le long, quoi. Je trouve que pour un lycée... Alors, mon lycée date d'il y a quand même un petit moment, mais quand même, j'ai pas à souvenir qu'il y avait autant de drogue et d'alcool. Mais bon, là, visiblement, ils y vont, quoi, hein, voilà. Je suis absolument pas le public cible, hein, voilà, j'ai bien 25 ans de trop. Mais c'est pas grave, je me régale, je trouve que les persos sont vraiment très intéressants. Ils se disputent pour rien tout le temps, voilà, vraiment. Voilà. Si vous cherchez un truc... plutôt agréable à regarder. Je trouve que pour le coup les problématiques sont beaucoup plus actuelles que ce qu'il y avait il y a quelques années. C'est plutôt bien foutu avec des persos vraiment intéressants. C'est toujours en Australie, hein, donc il y a quand même certaines thématiques très rien sur tout ce qui est je voudrais pas me tromper sur comment on appelle les peuples aborigènes de l'Australie en fait. Voilà, donc alors certains thèmes passent vraiment très rapidement, hein, voilà, alors que ça voilà. Mais voilà, c'est à la fois fun, plutôt bien foutu avec des bons persos. Il y a 2 saisons de sortie, la 3e ça sera la dernière saison, donc ça va être bouclé cette année ou l'année prochaine, mais voilà. Et bien merci Yoda. Et toi Flamme, du coup, qu'est-ce que c'est ton plaisir coupable cette année? Je ne regardais pas jusqu'à cette année en plus, donc vraiment c'est
J'ai honte. Hein. Non, j'ai pas honte. Allez, c'est les Bridgerton. Je m'y suis mise parce qu'on m'en a tellement parlé que du coup, j'ai fini par regarder et j'ai fini par aimer en plus de ça. Donc, je me suis frappé les 3 saisons d'un coup cette année. Et voilà, c'est mon petit plaisir coupable, j'avoue. Je pense que c'est plutôt le côté costume, décor, etc. qui me plaît vraiment. Au-delà du potin et tout ce qui va avec, hein, évidemment. Mais ouais, vraiment, l'ambiance un petit peu royale et tout, je la trouve vraiment sympa. Il y a autre chose qui m'a marqué, c'était les musiques. C'est énormément de musique moderne, mais refaite en version orchestrale, que je trouve très sympa, en fait. Donc voilà, c'est un petit mélange de plein de choses qui m'ont pas mal plu. Voilà. Donc, petit plaisir coupable pour moi. Ouais, c'est rigolo, il y a un épisode de Doctor Who cette année justement qui reprenait tous les codes, notamment même au niveau des musiques. Excellent! Tout ce qui était des reprises et tout ça. Voilà. Ouais. Moi, ça aurait pu être la mienne, mais je l'ai pas regardée cette année. Mais c'était celle de l'année d'avant, et de l'année d'encore avant, et celle de l'année... Enfin bref, Bridgerton, ma cam. Du coup, c'est à toi, Dauphin. Qu'est-ce que c'est ton plaisir coupable à toi cette année? Alors moi j'ai pas trop regardé. Est-ce que c'est pas Bridgerton? Non, puisque c'est pas Bridgerton cette année, parce que j'ai pas regardé Bridgerton cette année. Et non, en fait, j'avais pas grand chose à mettre dedans, et du coup j'ai mis The Perfect Couple, même si The Perfect Couple, du coup c'est pas vraiment coupable. Mais je trouvais que ça reprenait quand même un certain nombre d'éléments du côté un peu plaisir coupable, parce que ça a un côté très soap. Tu vas suivre une famille de riches américains et donc on a un meurtre et on veut savoir qui a tué la pauvre demoiselle qui a été retrouvée morte, et il y a plein d'histoires de gossip, de machin. Les personnages, c'est des gens riches et sans foi ni loi, mais qui se font tous des coups bas et tout, et ça a un côté vraiment popcorn. Mais quand même popcorn avec, enfin, quali, tu vois, c'est pas genre le soap des années 80, quoi, mais on est quand même vraiment sur cette vibe là, et donc je l'ai mis en plaisir coupable, même si je suis pas spécialement coupable d'avoir regardé ça. C'était un plaisir tout court. Oui. Et toi, Chris? Eh bien, moi, attention, on va sortir le gros budget. Moi, c'était Those About to Die de Roland Emmerich, bien évidemment. Cette série qui est globalement tout ce qu'on aurait voulu que soit Gladiator 2, mais sur 8 épisodes. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est genre Roland Emmerich qui décide de faire une série sur la Rome antique. Alors on est sous Vespasien, qui est joué par Anthony Hopkins, et du coup on est à l'époque où on commence à créer les jeux du cirque. Enfin, on est en train de monter le Colisée, il y a des courses de chars, des machins, des trucs, mais comme c'est Roland Emmerich, vous n'allez pas être dans une petite série type Rome où tout est bien, tout est nickel d'un point de vue histo et tout. Ça va être un peu turbo-mongol quand même, hein, par moment. Et vraiment, les courses de chars sont gérées comme de la Ferrari. Au début, ça commence, il y a une révolte paysanne, et c'est vraiment Anthony Hopkins qui fait « Mais il y a une révolte paysanne, mais donnez-leur la Coupe du Monde, ils vont oublier qu'ils ont faim !» Et vraiment, ça se gère comme ça. Son histoire entre lui et ses 2 fils, c'est globalement c'était globalement les élections présidentielles. Genre, le vieux, il va mourir. Joe Biden, du coup, on a le choix entre qui et qui, un mec qu'on n'aime pas beaucoup, qui est un peu froid, ou le Trump. Enfin, tout est comme ça, et les potards sont poussés à fond, les costumes sont pas trop moches, et je sais pas comment expliquer, c'est du Roland Emmerich, quoi. C'est-à-dire que ce serait pas Roland Emmerich, je pense que je me serais un peu plus fait chier, j'aurais décroché, mais le fait que ce soit toujours surprenant, parce que ça en a rien à foutre de respecter la réalité historique, que du coup, j'ai marché les 8 épisodes, quoi. Du coup, voilà, c'était mon plaisir coupable. C'est mon plaisir avouable, on va dire, même quand même. Mais c'est vraiment très drôle, hein. Si vous matez juste le premier épisode, vous allez voir, c'est vraiment fandard. Le fait que ce soit sorti pendant les Jeux Olympiques aussi, ça me fait un peu rire, parce que du coup, il y a, mine de rien, tu sens que lui, il veut faire un discours critique sur le sport de haut niveau et machin et tout ça, et en fait, c'est tellement débile qu'il le fait avec beaucoup de maladresse, mais voilà. Et puis du coup, il y a, comment il s'appelle ?
Iwan Rheon dedans, donc notre, génial. Ramsay Snow, voilà, qui a le rôle principal et qui lui joue. Alors, ouais, paradoxalement, il y a des thématiques que j'ai jamais trop vu traiter sur l'Empire romain, genre le clientélisme romain par exemple. Donc lui, il va devenir client d'un des fils de l'empereur et du coup, il va y avoir tout un tas de trucs, de traitements, de faveurs, de machins, de tout ça. Et par moments c'est sympathique, par moments on est là, c'est débile, j'arrête demain. Et je sais pas, le mélange des deux fait que ça fonctionne, quoi. Surprenant. Qui revient quand même. Voilà, c'est ça. Je m'attendais pas à y revenir, et au final, j'ai passé quand même un bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc dans le chat? Le lobbying de Chris m'a fait mettre cette série dans le haut de ma pile à regarder. Eh oui, pas de chance, hein. Bon, après, faut se dire que c'est quand même une série on est quand même sur une série à entre 150 et 200 millions de budget, hein, donc du coup c'est quand même pas foncièrement moche. Il y a 2-3 images de synthèse qui piquent un peu, mais bon, pas plus que dans Gladiator 2 de ce que j'ai compris. Donc ça balance sur Gladiator. Aïe aïe aïe. Je l'ai pas vu, mais ce qu'on m'en a dit, c'est à peu près la même chose, mais en plus premier degré, quoi. Non, il y a quand même des requins et surtout des singes mutants aux petits oignons. Mais il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment l'idée, par contre, si vous regardez par curiosité The About to Die et que vous avez vu Gladiator 2, ils font les mêmes choses dedans. C'est-à-dire qu'ils vont inonder le Colisée, ils vont machin, ils vont truc. Alors ils vont pas mettre des requins dans le Colisée parce qu'il faut pas déconner, ils vont le faire de manière pour le coup un peu plus histo que Gladiator 2. Mais voilà quoi, il y a toutes ces choses là dedans. Catégorie suivante. Du coup. Alors, la catégorie suivante est la série dont on a hâte de voir la suite. Je crois que t'en as zappé une, t'as zappé la Choupi. Oui. Ah, mais oui, parce qu'en fait j'ai mis Extraordinary dans la catégorie rire, mais en fait c'était Choupi que je voulais. Pardon, autant pour moi. Et bon, on peut faire la Choupi. Du coup j'ai déjà dit Extraordinary et en fait j'avais mis Fiasco dans la catégorie rire. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Attends, je garde le crachoir juste vite fait sur Fiasco. Donc du coup Fiasco c'est une série avec Pierre Ninet qui est réalisée par, je sais plus comment s'appelle cette personne, mais celui qui avait fait le film qui s'appelait Five, aussi avec Pierre Ninet, François Civil et tout ça. Donc vous retrouvez toute cette bande-là. Ils essayent de faire un film, ça marche pas. Globalement, c'est Pierre Ninet qui essaie de faire un film sur sa grand-mère qui était résistante. Et globalement, il n'y a rien qui va, quoi. Ça commence, il y a des acteurs qui se cassent, lui il est maladroit. Enfin voilà, c'est du cringe quand même, globalement. Lui il se met dans des situations où c'est toujours un peu gênant. Voilà, et puis il y a quelqu'un qui le fait chanter parce qu'à un moment il y a une vidéo de lui qui circule sur internet et tout part en couille à partir de ce moment-là jusqu'au dernier épisode, jusqu'à la fin. On revient au Choupi du coup, où j'avais mis Extraordinary du coup. Du coup, Choupi, écoute, Nympha, qu'est-ce que tu mettrais dans la catégorie Choupi toi? Alors moi j'ai mis Pokémon Concierge. Pokémon Concierge, il y a genre 4 épisodes, c'est super court. Mais c'est le truc le plus choupi du monde. C'est en fait tu vas suivre une jeune fille qui arrive et qui va devenir concierge à l'hôtel Pokémon et qui donc va devoir s'occuper des Pokémon. Genre il y a un Pikachu dépressif qui fait pas d'électricité et du coup il est tout triste et puis du coup elle va s'occuper de lui pour qu'il soit plus déprimé et du coup il ira mieux à la fin. Enfin bon voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est des épisodes de genre 10 minutes et c'est en live action. C'est super bien fichu en fait. Ces petits Pokémon en live action, c'est la définition de choupi, quoi. C'est trop mignon. Ok. Je savais même pas que ça existait. Bon, tu vois, donc, c'est adorable. Bon, et toi Yoda, du coup, puisque t'as réagi en premier. Choupi, j'ai mis Nobody Wants This. C'est une petite série mignonne avec... j'ai perdu le nom de l'actrice que j'adore en plus. Kristen Bell. Merci, tout à fait, voilà. Qui en fait rencontre un rabbin. Et du coup, il tombe amoureux. Voilà. Autant dire que je regarde pas beaucoup de séries choupi mignonnes avec de la roca. Je me suis lancée dans ça, j'ai trouvé ça vraiment très choupi, très mignon.
je suis pas sûre que ce soit giga réaliste sur le niveau de judéosité du rabbin, qui pour le coup massacre ses shabbats tous les vendredis, enfin c'est un vendredi samedi. Mais après tout, chacun fait bien ce qu'il veut. Et en fait, bah, c'est mignon, ils sont mignons. Ça ne tourne absolument pas autour du pot sur le couple en lui-même. En fait, ça plutôt bien apprécié. À la fin du premier épisode, c'est réglé, voilà. Mais en fait, c'est plutôt finalement qu'est-ce qu'ils attendent de la vie tous les deux, sur quelle longueur d'onde ils sont, et puisque elle, pour le coup, n'est absolument pas juive. J'ai oublié de le préciser, mais c'est important quand même dans l'histoire. Important quand même dans l'histoire, mais... c'est quand même assez important. Voilà, et c'est choupi, c'est mignon, c'est de la romance. Vont-ils finir leur vie ensemble? Ne vont-ils pas la finir ensemble? Vous le saurez cette saison, deuxième live. Et voilà. J'ai une question. Est-ce que vous entendez bien Yoda ou est-ce que vous avez eu des coupures vous aussi? J'ai eu des coupures également. Ok. Voilà. Tu as des mots hachés pour savoir par si moment. c'est moi ou c'est... Je crois que c'est la connexion de Yoda qui a quelques ratés. Mais on comprend le sens global de ce que tu racontes. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore parlé sur cette catégorie? Il reste Flamme, du coup, sur sa série Choupi, du coup. Eh bien, c'était la même que Nympha, parce qu'effectivement, là, on peut pas faire mieux, je pense. Au niveau Choupi, vraiment, c'était vraiment la même. Et j'en avais pas d'autres dans cette catégorie. J'ai vraiment cherché pour essayer d'en mettre au moins une autre au cas où, mais j'ai pas trouvé plus que ça. Ouais, non, vraiment, je reste complètement d'accord avec Nympha. Vraiment, l'animation est trop mignonne et moi, tu mets des Pokémon, je suis trop contente. Donc voilà. C'est adorable ce truc. Après, moi, j'avais un plan B, moi, si jamais, et c'était la même que tous les ans, c'était Heartstopper, qui est quand même vraiment choupi de chez Choupi et qui est... Il y a quelqu'un qui l'a mis dans la catégorie plaisir coupable, hein, quand même, sur le chat, je tiens à le signaler. Ça m'étonne pas, c'est quand même vraiment de la romance. Donc si on n'assume pas trop son goût pour la romance, oui, ça rentre aussi dans le coupable. Mais moi, je trouve que c'est une série que j'aurais été heureuse de voir ado, qui est tellement bienveillante. Vraiment, c'est merveilleux. Ça aborde des sujets parfois très durs, mais avec énormément de finesse. C'est vraiment génial. Et les deux personnages principaux et leurs relations, vraiment, c'est super choupi. Donc tous les ans, je peux quand même mettre Heartstopper dans le choupi parce que c'est quand même vraiment une jolie série mignonne. Un peu sucrée. Il y a quelqu'un qui met... Vas-y. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui met Ted Lasso, c'est choupi aussi. Je confirme que c'était ma série choupi l'année dernière, mais c'est fini, hélas. Ceci étant dit, il paraît que Shrinking parlait... ils réfléchissent à revenir. Peut-être, oui. Ils réfléchissent à revenir. Ouais, mais pour cette année, il n'y a pas, quoi. Mais apparemment, par contre, la série des mêmes showrunners ou producteurs qui s'appelle Shrinking avec Jason Segel, c'est très bien aussi. Mais j'ai pas vu. Donc du coup, voilà. C'est murmure que. Si vous aimez Jason Segel et Harrison Ford et Ted Lasso, a priori, il doit y avoir un combo à faire sur ce truc-là. Voilà, il y a 2 saisons, je crois, si je dis pas de bêtises. Je note. Oui, tu notes? Je vais noter aussi. Je sais pas ce que ça vaut. Moi, je donne des conseils alors que je les suis pas. Tu sais, je suis ce genre de personne. On va passer à la catégorie suivante, la série dont vous avez hâte de voir la suite. Et cette fois, c'est Flamme qui reprend. Alors, j'avais quand même mis House of the Dragon parce que j'ai hâte de voir la saison 3, ça c'est sûr. Mais sinon, plus sérieusement, pour éviter de parler tout le temps de cette série aussi, il y a une série que j'avais vue que je voulais voir en début d'année et que j'ai regardé juste avant le live en plus, je crois. C'était Le Problème à 3 corps. Je sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Tout le monde en avait parlé en me disant que c'était génial. En plus, il y a pas mal d'acteurs de Game of Thrones dedans, dont notre cher Samuel Tarly. Et en fait, alors j'étais globalement hypée par la série. Elle est cool. Ça parle énormément de science, de scientifiques, et
un peu d'invasion extraterrestre pour le coup. Et j'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim, donc c'est plus en mode hâte de voir la suite parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Je reste un peu sur ma faim avec le dernier épisode, quoi. Donc voilà. Mais sinon, elle était pas mal. Elle est un peu différente de tout ce qu'on peut voir autrement, je trouve. Elle a un petit côté un peu dramatique, un peu un côté humour aussi par moment. Enfin voilà, elle mélange un petit peu tous les genres. Et le côté scientifique, même s'il est très compliqué, reste quand même assez bien expliqué. Donc voilà, c'est une série de science-fiction qui est plutôt sympa à regarder. Et moi, je veux voir ces fameux extraterrestres, quoi. Je ne m'attendais que ça, et je ne les ai point eus. Et comme c'est signalé dans le chat, c'est effectivement une série signée Benioff et Weiss. C'est ça. Donc, du coup, les showrunners de Game of Thrones, et on retrouvera Amin Djawadi à la musique, et je crois qu'ils ont emmené pas mal même de l'équipe technique avec eux pour aller faire cette série-là. Oui, je crois que c'était ça, effectivement. Ils l'avaient vendu un peu comme ça. Hein. Ouais. Alors moi j'ai lu les livres, enfin j'ai lu le livre, le premier tome, j'ai pas lu la suite. Je n'ai pas du tout aimé le premier tome. Vraiment c'est vraiment une des lectures qui m'a bloqué pendant l'année. Et après j'ai vu la série télé quand même. Et je dois avouer que je trouve la série bien meilleure que le livre. Parce que c'est vrai que c'est rare, hein, de dire c'est ça. très rare, et Ouais. je pense que du coup c'est à souligner et à mettre au crédit de Benioff et Weiss, parce qu'en fait mon problème avec le bouquin, c'est que les personnages sont creux. Ils sont là pour être fonction, et ils sont très inexistants dans les livres, et là ils ont vraiment inventé des nouveaux personnages et créé des choses autour des personnages qui étaient plutôt intéressante dans la thématique globale du livre. Et je trouve que le travail d'adaptation est hyper intéressant, parce que vraiment ils ont gardé l'esprit scientifique du truc quand même. Il y a des trucs en plus qui sont casse-gueule à adapter aussi, hein, quand même, parce que les histoires de jeux vidéo, c'est très très bizarre. Et c'est encore plus bizarre dans le livre que dans la série, mais je trouve que vraiment ils s'en sont extrêmement bien tirés par rapport au livre qu'ils avaient à adapter. Après ça reste pas ma came absolue quand même, hein. Je pense que même si j'avais pas lu le livre, c'est pas la série qui m'aurait donné envie de lire le livre quand même, je crois. Mais bon. Ok, du coup, je sais pas si c'est pour moi ou pas. Je suis un peu intrigué, et en même temps, j'ai un peu peur. Je suis pas sûre que ça va Ils me te font plaire. peur, Benioff et Weiss, maintenant. Mais Je suis pas sûre que ce sera ta came. je sais testerai. pas. Allez, par curiosité quand même, pour voir. Qui n'a pas parlé dans cette catégorie-là? Nympha, justement. En fait, t'es venu parler des problèmes à trois corps, mais t'as pas dit ce que t'attendais. Alors moi j'ai mis, alors il y en a plein, hein, des séries que j'attends, mais j'ai décidé de parler de Severance, qui va reprendre très 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 bientôt, et j'ai très 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 hâte de voir la saison 2 de Severance qui sort normalement là courant janvier. Donc Severance, T'as vu la saison 1 que cette année, du coup, ou tu non, l'avais j'avais vu l'année la dernière? saison avant. D'accord. Oui, c'est vrai que j'aurais pu dire alors je pourrais avoir une deuxième série dans ce cas-là. Ouais. Là, Non, mais c'est parce que parce je me suis dit, j'attends. attends, faut qu'on soit d'accord sur le classement, parce que sinon, oui, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent marcher. Ouais, non, c'est vrai. Non, alors celle-là, je l'ai vue avant, parce que je l'avais vue l'année où c'est sorti, et j'avais adoré, mais elle sort l'an prochain, donc du coup, c'est pour ça que je l'avais mise quand même dont on attend la suite. Et donc, effectivement, on suit donc le personnage de Andrew Scott qui est découpé entre son bureau d'un côté et sa vie en dehors du bureau. Il ne se rappelle pas de ce qu'il fait dans chacune de ses deux vies. Il est deux personnes différentes à la fois, et il se passe plein de trucs. Et au début, je ne savais pas sur quel pied danser du tout, mais en fait, je suis restée accrochée au truc, et surtout la fin de la saison, mais elle m'avait mise sur les fesses, quoi. Et moi, je suis très curieux de la suite, et en même temps, je la redoute un peu. Parce que comme c'est une série à mystère, des fois, les séries à mystère, ça sait pas bien comment gérer sa fin. Du coup, enfin, sa suite en tout cas, une fois passé la saison 1. Donc je suis vraiment très curieux, je suis vraiment très impatient de découvrir, et en même temps, j'ai un peu peur d'être déçu. Un peu bizarre comme sentiment. Mais du coup, je peux mettre une deuxième série, du coup, une série que j'ai vue cette année, dont j'attends Oui, la vas-y. suite.
C'est For Ouais, All voilà. Mankind. For All Mankind, il y a donc eu la nouvelle saison cette année qui suit. Donc dans For All Mankind, en fait, c'est une uchronie où on suit. On se demande qu'est-ce qui se serait passé si les Russes étaient arrivés sur la Lune et non pas les Américains. Donc on suit une décennie par saison. Là, on a eu. Là, on commence déjà à être très très proche de nos années à nous. Et je trouve ça hyper intéressant. Ils font un travail sur les personnages qui est vraiment cool. Et je suis quand même très 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 curieuse de savoir comment ça dérive encore plus dans le futur. Là, ils ont colonisé Mars et tout. Et je veux savoir ce qui va se passer sur Mars. Ça va devenir un space opéra, quoi. Oui, il y a des gens. En fait, ils ont annoncé un spin-off consacré à tout ce qui se fait autour de la Russie et de l'agence russe et de tout ce qui se passe sur Mars. Et franchement, c'est possible. Mais vraiment, c'est une série hyper intéressante. C'est de la pure SF, de la pure uchronie. C'est assez rare et assez. Il y en a pas d'autres des comme ça dans le paysage série, je trouve. Voilà. Ok, je me le note, ça fait encore un truc à regarder. Ça commence à faire beaucoup. Moi, j'avais vu la saison 1 et j'avais pas accroché des masses. Alors que pourtant, ça avait vraiment tout pour me plaire, hein, vraiment. Ouais, mais je pense que ou peut-être c'était pas un bon moment pour la regarder, j'en sais trop rien, mais j'avais pas super accroché. J'ai vu la saison 1 en entier et puis j'ai pas regardé la suite du coup. C'est triste. Il y a des personnages qui sont pas forcément toujours super sympathiques et qui peuvent parfois rebuter aussi, donc possiblement, je sais pas. Oui, et puis je pense qu'il y a toujours des concours de circonstances quand tu regardes une série. Il y a des fois tu sais pas pourquoi, il y aurait le temps pour te plaire et en fait c'est pas la bonne période et tu passes à côté. Oui. Bon, c'est pas la fin du monde quand tu faudra peut-être que je réessaye parce que ouais. Ah oui, par contre c'était hyper qualitatif. Voilà. Alors dans le chat on a la roue du temps, mais ça va, ça reprend dans pas trop longtemps. Mais la dernière saison était pas cette année, elle était l'année d'avant, non? Je sais plus. Bref. J'ai regardé que le premier épisode de la saison 1, pardon, je suis pas du tout bon là-dessus. Et on a également Silo qui est cité. Moi, Silo, j'ai lu le bouquin cette année, et je savais pas si je me lançais dans la série télé, j'avais peur que ce soit trop cool. Mais un peu moins bien, du coup. Moi, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai vu la série qui me donne très envie de regarder le bouquin, mais j'attends qu'elle se finisse. Mais la série, elle est vraiment bien. La saison 1 est brillante. La saison 2 est un peu plus poussive, mais elle est en cours de diffusion. Donc moi j'attends très très fort le prochain épisode de Silo, mais c'est le tout dernier de la saison qui va sortir samedi. J'ai trop hâte. Mais parce que je me suis demandé, parce que techniquement la trilogie elle est faite il y a le premier tome moi, que j'ai lu, après il y a un tome du milieu qui est un tome flashback globalement, et après on revient sur la chronologie du premier tome. Et je sais pas comment ils ont géré ça du coup dans la série, s'ils ont choisi de tout adapter en même temps pour que ce soit plus fluide et pas avoir une saison flashback au milieu ou quoi. Ça me rend un peu curieux en termes d'adaptation. Il n'y a pas vraiment de flashback. Après j'ai pas lu les livres, donc je sais pas comment ils l'ont intégré dans le truc, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que la temporalité est linéaire. Est linéaire, ouais, du coup. C'est Yoda qui n'a pas répondu encore à cette question-là. Qu'est-ce qu'elle attend, Yoda? Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle attend avec impatience? Surtout que, bon, honnêtement, j'ai beaucoup triché pour ce thème parce que je suis tellement à la bourre dans toutes mes séries qu'en fait, j'attends rien parce que j'essaye de rattraper mon retard dans à peu près tout. Et du coup, Alchemy of Souls, prononcez ça comme vous voulez, encore une fois, voilà, qui a certainement un nom en coréen que je ne prononcerai pas, voilà. Du coup, c'est une série coréenne qui, pour le coup, est terminée, mais moi, j'en suis toujours à la première saison, donc j'essaye d'avancer, et j'attends impatiemment la suite, d'avoir le temps, parce que c'est très sympa, mais c'est en coréen, je ne parle pas très bien le coréen, donc les sous-titres, voilà, parce que c'est pas doublé. Et c'est 70 minutes l'épisode. Donc voilà, à chaque fois il faut que je trouve le temps de m'installer devant. C'est pas très souvent, je traîne beaucoup. C'est l'histoire de jeunes gens un peu sorciers qui
dont certaines personnes peuvent échanger leur âme dans un autre corps, et qui en fait... c'est très compliqué à expliquer. En plus, il faut pas se déconcentrer de l'histoire, parce que sinon, on est perdu de suite. Et donc, il y a le ennemi, en fait, qui est piégé dans le corps de quelqu'un d'autre, qui essaye de s'en sortir, mais du coup, il faut pas qu'elle se fasse choper par les gens d'en face. Mais en même temps, comme elle est coincée, elle les aide. Voilà, alors, essayez de comprendre mon explication, je suis pas sûre que c'était très clair. Mais voilà, c'est sympa parce qu'il y a un petit peu ce mélange de... c'est du K-drama en fait, historique, avec des pouvoirs. Donc c'est sympa pour ça en fait, j'aime bien ce petit côté-là. Mais en effet, il faut un petit peu s'accrocher, vraiment pas décrocher des épisodes parce que on se perd très vite, il y a beaucoup de personnages. Avec des prénoms que, évidemment, je ne retiens absolument pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, je suis toujours super contente de voir un nouvel épisode. J'ai toujours hâte. Je me dis, allez, chouette, je vais voir l'épisode d'après. Mais il faut que j'arrive à trouver le temps. Voilà. Et donc, c'est pas hyper facile. Mais j'ai hâte de voir la suite. Sinon, il y a le chat qui nous parle aussi de Last of Us saison 2, qui sort normalement dans pas très longtemps, je crois. Elle sort en mars, février, mars, au mois d'avril. Ah, C'est oui. vraiment le créneau, c'est le créneau pour aller aux Emmy en septembre. C'est sûr. Il y a la dernière saison de Stranger Things également qui sort cette année, Oui. donc il y a quand Ouais, même il y a la beaucoup de choses. Et on nous parle aussi de plus Fondation, saison 3, Fondation. Ouais. Alors, Fondation, j'ai pas regardé. Je serais incapable de me Moi, je suis en train prononcer de dessus. je suis en train de la regarder, je vous avoue que je suis pas fan. Ok. C'est pas... en termes de production et tout, Moi, c'est j'aimais stylé, bien. il y a des trucs intéressants, mais je trouve que... il y a un petit côté un peu trop Star Wars à mon goût, je crois, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque un peu. C'est bien, mais je m'attendais à mieux. C'est totalement naze en termes d'adaptation. Vraiment. Mais après, moi, j'ai plutôt bien aimé la série. J'aime énormément Lee Pace. Donc, Alors j'aime beaucoup Lee Pace aussi. Ah ben oui. ça aide. Et j'aime bien tout l'arc autour de Lee Pace, mais je trouve que surtout la saison 2, elle est poussive. Il y a des... Puis autant j'adore l'arc de Lee Pace, autant le deuxième arc là autour de la fondation, il me saoule à des moments. Enfin bon, bref. Voilà, c'est la série que je suis en train de regarder en ce moment et je l'ai trop commencé pour m'arrêter. Mais c'est le genre de série où du coup t'as envie de finir parce que bon, une fois que t'as regardé t'as perdu ton temps à regarder le début, tu vas aller jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté, franchement, tu perds ton temps, quoi. Je suis assez mitigée. Sur Stranger Things de saison 5, moi j'attends un peu ça comme on attend un blockbuster. Je suis un peu sans plus sur Stranger Things, moi de mon côté, je sais pas comment vous êtes, mais je regarderai ça sans déplaisir, mais ça fait longtemps qu'ils m'ont perdu, quoi. Mais Ouais, c'est vrai que l'attente est tellement longue qu'on finit par... voilà, bof, quoi. Ils vont sûrement sortir ça en 2 parties en plus, donc... Oui. ouais, c'est ça. Rendez-vous au mois de décembre pour regarder l'intégrale. C'est ça. Je déteste ces découpages en parties. Vraiment, c'est un truc que je supporte pas. Je comprends pas Ça permet de finaliser les effets spéciaux, hein. Faut pas chercher plus loin, sinon Netflix, s'il pouvait tout sortir d'un coup, il le ferait, hein, mais c'est juste que ça permet de gagner du temps. Je suis pas certaine parce qu'ils sortent des trucs en partie sur des séries qui ont absolument pas d'effets spéciaux, enfin pas de... non plus quoi. Non, Oui, non, sur genre Arcane, par Bridgerton, exemple, c'est clairement, un c'est choix, pas du tu vois. Netflix. C'est pas pareil, mais... Non, mais pas sur... C'était pas spécialement sur Arcane, c'est quoi qui est sorti Bridgerton qui est sorti en 2 ouais. parties aussi. Bridgerton a été saison tout 5. découpé. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, Alors, du bon, coup, pour le coup... alors après, c'est peut-être parce que Netflix, ils peuvent pas... à mon avis, Netflix, ils peuvent pas revenir sur leur truc de on livre tout en même temps. Et en même temps, ils se rendent bien compte que, avec tous les autres modèles sur les autres plateformes, que quand même le fait de mettre de la temporalité entre les épisodes, c'est ce qui fait qu'on parle de ta série plus longtemps. Donc, Bah oui. c'est un choix entre deux, quoi. Moi, perso, je préférerais carrément qu'ils reviennent à un épisode par semaine s'il le faut. Comme ils ont fait pour Arcane.
3 par semaine, voilà, enfin quelque chose d'un peu plus que ces espèces de 2 parties où en fait ils te plantent en plein milieu d'une saison et tu fais ok super quoi, enfin et que du coup bah t'attends, enfin moi perso j'attends que la saison soit entière pour regarder, tu te fais tout spoiler la première partie à chaque fois quoi, en entier. X direct hein, qui te balance des spoils dans la figure quoi. En plus même pas forcément par les gens, donc voilà, j'aime pas. Voilà. Et The Last of Us, pour le coup, ce sera en 2 parties, mais ça sera en 2 parties en 2 ans, quoi. C'est le deuxième jeu sera adapté en 2 parties. Du coup, ça c'est juste qu'il y aura une vraie coupure à la fin là et ça sera repris plus tard. Sur The Last of Us saison 2, c'est pareil. Je sais pas si c'est un truc que vous attendez ou pas, vous de votre côté. Oui, quand même. Ouais. Ouais. Pour ma part, oui. En tout cas, j'avoue que j'ai bien aimé la première saison. Et après, même si l'attente a été effectivement très longue, encore une fois, ouais, j'attends de voir. Je suis curieuse, quoi. Ouais, pareil. J'avoue que ça me rend curieux, moi ça me rend curieux depuis que j'ai joué au jeu, j'avoue. Mais c'est. Ah oui, ça aide, oui, effectivement. Non, mais la saison 1 vraiment m'avait fait l'effet de il me manque la manette. J'avais l'impression de voir une bonne adaptation de jeu vidéo, mais au final, je ressentais trop rien devant. Avec la manette dans les mains, c'est mieux. Et du coup, je suis un peu curieux de comment est-ce qu'ils vont réussir à retranscrire ce qui se passe dans la tête du joueur et dans le cœur du joueur sur le deuxième dans la série. Je sais pas comment ils peuvent arriver à cette alchimie-là, mais bon, je suis curieux. Alors, il y a Sandman saison 2 aussi qui est précisé. Ouais, Oui, Andor saison 2, par contre, moi je l'attends. Ah ouais, moi aussi. Andor saison 2, clairement. Là, je l'attends. Andor saison 2, ouais. Black Mirror saison 7, Mais par contre, non, j'attends pas du tout. Enfin, en fait, en vrai, il y a des épisodes très bons, mais alors il y a tellement de mauvais épisodes au milieu des bons épisodes dans Black Mirror que, depuis que ça a été repris par Netflix, il y a quand même à boire et à manger dans Black Mirror. Ils ont un peu épuisé leur concept, quoi. Et après, Sandman saison 2, c'est pour cette année? Parce que je commence à mettre des doutes dans la production et ralenti, mais je crois plein qu'avec les accusations contre Neil Gaiman, pas dans le détail, mais je crois que les accusations contre Neil Gaiman font que de toute façon c'est de plus en plus délayé et pas si sûr que ça sorte, quoi. Ouais, donc à voir pour ça. Bon, j'avoue, indépendamment de toute l'affaire autour de Neil Gaiman, la saison 1 m'avait plutôt plu. Mais aussi. je suis pas sûr du coup que en tout cas si la saison 2 sort, ce sera peut-être pas cette année, parce que même ne serait-ce que d'un point de vue du boulot qu'il y a à faire dessus, j'imagine qu'ils ont quand même besoin d'au moins 3-4 mois pour faire des effets spéciaux. Donc peut-être ce sera plutôt début d'année prochaine. Alors, bon, du coup, qui n'a pas parlé de sa série dont il avait hâte de la suite? Il y avait White Lotus, j'ai vu que la saison 1, donc du coup je suis Team Yoda sur ce coup-là. Je suis pas à jour, donc je peux pas attendre la suite encore. Pareil. Et on nous dit Squid Game aussi, j'ai pas vu Squid Game. Apparemment la saison 2 de Squid Game, on m'a dit que c'était globalement un début de saison et que ça avait un côté très découpé, donc effectivement ça m'étonne pas qu'on attende la suite, quoi. Mais moi j'ai pas vu. Ah si, bah du coup, moi, attendez, moi j'ai pas... Il y a quelqu'un qui a pas parlé dans cette catégorie ou pas? Je crois que c'est non, toi, tout le monde a parlé dans cette catégorie, sauf moi, ouais. Bah oui. Moi j'ai mis... je parle tout le temps en fait, du coup je m'en rends pas compte. Moi j'ai mis Batman Caped Crusader, du coup, la série animée de Bruce Timm, qui est sortie chez Amazon, et qui est une très bonne surprise, je m'attendais pas à aimer autant. Globalement, Bruce Timm, c'est celui qui a fait la série Batman des années 90, là, qu'on a tous croisé à la télé un jour ou l'autre. Et on lui a demandé de refaire une saison de ce Batman animé un peu dans les années 30, comme on avait l'habitude à l'époque. Et je trouve que c'est assez malin, parce qu'il arrive à s'emparer. Il va pas juste pondre des nouveaux épisodes dans le même univers, il a décidé de réinterpréter le tout. Donc tout est réécrit, tout est redit. Ça s'empare en même temps des thématiques actuelles qui ne sont pas forcément celles des années 90 non plus, donc que ce soit sur le côté, ne serait-ce que d'un point de vue du fait de société, quoi. Il y a beaucoup plus de représentativité à l'écran.
le pingouin est une femme, c'est dit dès le début dans le premier épisode. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui changent, mais en bien. Et la réflexion autour du personnage de Batman, je crois que c'est une des plus malignes que j'ai vues depuis assez longtemps. C'est arrangé dans les bons trucs de Batman avec, si jamais vous n'êtes pas client de cet univers-là, je vous invite à voir ça, à lire Batman White Knight où le Joker est un gentil, et à écouter le podcast Batman Autopsy, du coup qui est sur Spotify, qui est une production podcast Spotify. Si vous voulez entendre André Dussolier dans Batman, c'est le seul moyen de le faire. Du coup, voilà, c'est vraiment très très quali. Bon, ça c'est la partie podcast. Et Caped Crusader, du coup, s'achève sur un cliffhanger. Et je suis un peu curieux de voir ce qu'ils peuvent continuer à raconter dans cet univers-là, sachant que à la fin de la saison, le Joker n'est pas encore apparu. Donc je suis assez curieux du truc. Voilà. On peut passer à la catégorie suivante, du coup. Les meilleurs personnages, le meilleur casting, et c'est Yoda qui s'y colle en premier. Alors c'est à la fois un de mes meilleurs persos et je pense l'actrice est aussi excellente. Du coup c'est Catherine Hahn, Agatha Harkness dans... J'ai perdu le titre de la série, Tout pour Agatha en français. Agatha All Voilà, Along, non, c'est pas ça? Non. Ouais c'est ça, Agatha All Along. Voilà. Parce que personnellement je trouve que l'actrice est excellente aussi en plus. Je suis pas hyper convaincue par la série en soi. Il y a du bien, du moins bien. Certains persos sont pas géniaux, mais elle par contre je la trouve vraiment super cool. Et l'actrice est vraiment très chouette. Je trouve que c'est un personnage pas facile à traiter. J'étais pas recommandé de faire sur Agatha Harkness en soi, mais vraiment elle est très chouette, c'est une excellente actrice, elle arrive vraiment à bien interpréter ce personnage, je trouve, de méchante finalement, et qui tient un petit peu la série, qui tient la série avec elle. C'est moins le cas pour les autres sorcières qui l'accompagnent, que j'ai trouvé pas fabuleuses, pas géniales, un peu cliché quoi, voilà, c'était vraiment des autres, c'était vraiment très très stéréotypé. Elle, à côté de ça, je trouvais qu'elle avait un bon nombre de personnages, donc tout avec une excellente actrice. Et si vous voulez voir Joe Locke dans autre chose que Heartstopper, il est aussi dans cette série-là, et il est aussi très mignon choupi, comme quoi visiblement ce garçon est fait pour jouer des rôles mimi choupi. Voilà, donc moi c'est vraiment le personnage en soi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'actrice qui est vraiment excellente. Après, dans le thème de la meilleure musique, parce que il y a une espèce de thème musical qui revient tout le long de la série et qui est assez comment on dit, ça reste longtemps dans la mémoire en fait, voilà, et qui est plutôt intelligent aussi, voilà. Donc Catherine Hahn dans Agatha Harkness. Et toi, Dinfa, du coup, c'était quoi ton cast de rêve de cette année? Moi, c'est la dernière saison de True Detective, donc la saison avec Jodie Foster. Jodie Foster. Où bon, déjà la saison en elle-même tenait très très bien la route, hein. Elle avait on revenait sur un chouette thriller. En plus, l'ambiance en Alaska, elle est vraiment glaçante, c'est le cas de le dire, quoi. Vraiment, il y a des super scènes, sans le male gaze un peu gênant des premières saisons. Donc là, vraiment, il y avait un côté un peu moins vas-y qu'on monte des corps de femmes mortes tout le temps. Qui m'a plu, et vraiment les actrices principales, mais elles sont dingues quoi. Bon, Jodie Foster, elle a rien à prouver quoi. C'est vraiment un monstre sacré. Mais même ses co-stars étaient aussi excellentissimes. Les personnages sont très très bons, tous les acteurs. Et notamment, alors attendez, j'ai oublié son nom, donc je vais le chercher
je vais chercher son nom, mais c'est le petit jeune fils du shérif que j'avais vraiment beaucoup aimé et qui va jouer dans la série Dunkelhoff. Donc ça m'a mis en joie quand j'ai appris que ce jeune homme allait jouer dans Dunkelhoff. Donc il va jouer Déron le drunk, je crois. Flamboyant. Non, c'est le flamboyant, pardon. C'est donc alors attendez, comment il s'appelle? Bougez pas, j'arrive. C'est Finn Bennett. Et donc Finn Bennett, c'était donc le fils du shérif, qui a un rôle vraiment choupi, et il a notamment une scène qui est absolument bouleversante. Et donc ça m'a rendu trop heureuse de savoir qu'il va être dans Dunkelhoff, parce que ça veut dire qu'ils ont quand même choisi un bon casting dans cette série. Voilà. Bon, juste 2-3 réactions avant de passer la parole à Flamme. Il y a Esclarmonde qui demande si c'est meilleur perso ou meilleur casting. C'est les deux en même temps, parce que des fois on n'est pas inspiré ni pour le casting ni pour les persos, donc du coup on choisit un peu dans quelle catégorie on a envie de boxer, on va dire. Voilà. Et pour moi c'est à la fois le meilleur perso et le meilleur casting là dans cette série, pour le coup. Enfin, c'est le meilleur. Voilà. C'est le casting qui magnifie vraiment le personnage, et là vraiment c'est tout un cast qui est excellent, et le personnage principal joué par Jodie Foster est dingue aussi. Enfin, bref. Voilà. C'était pour préciser. Il y a aussi quelqu'un qui a parlé. Ben, attendez, parce que je sais pas ce que Flamme va dire, donc du coup je prendrai le truc après, je me le note. Flamme, tu vas pouvoir me donner ton meilleur cast personnage. Alors moi c'est vraiment meilleur cast, et notamment pour une actrice en particulier. J'ai regardé la saison 3 de The Bear cette année, et je trouve que Jamie Lee Curtis, elle est juste incroyable dedans, pour le coup. Donc moi pour le casting ce sera vraiment The Bear, et même tous ils sont extra. Franchement je pense que c'est le cast qui porte énormément la série, au-delà de les bonnes idées qu'il y a sur la réalisation. Mais le cast est vraiment exceptionnel à chaque fois. Et moi, je donnerais une récompense à Jamie Lee Curtis pour... je ne sais plus dans quelle saison c'est, du coup. Je ne sais même plus si c'est la dernière ou pas, mais l'épisode du dîner de Noël m'a hantée pendant un petit moment. Voilà. Donc, je pense que vraiment, elle mérite ample récompense là-dessus. Et franchement, c'était encore une fois pour pas citer House of the Dragon, parce que quand même il méritait d'être cité aussi dans cette catégorie. Je pense que le casting était fort bien, et je pense que ce qui a majoritairement sauvé aussi la saison 2, qui a pu être un peu une déception pour certains. Donc le casting de House of the Dragon ainsi que ses personnages en font partie pour moi, en tout cas dans cette catégorie. On peut dire qu'on est presque tous Team Egon. Je crois qu'on est en majorité en vert aujourd'hui. Oui. En vrai, sur la saison 2, moi aussi j'étais Team Egon. Je suis Team Noir, mais le meilleur acteur de la saison c'était quand même Egon. Donc je suis aussi Team Egon là. Mais je suis aussi Team The Bear. The Bear pour moi c'est vraiment effectivement j'ai longuement hésité entre True Detective et The Bear, parce que The Bear c'est aussi un casting de fou quoi. Ils sont trop forts, et je crois que Jamie Curtis et son épisode de Noël c'est dans la saison 2, mais dans la saison 3 mais c'est pour ça que j'étais assurée. Et comme j'ai regardé j'ai vraiment regardé les 3 saisons cette année, je savais plus où ça en était, mais en tout cas voilà, c'est vraiment l'épisode qui m'a le plus marqué, je pense. Moi j'ai pas vu, j'avais vu déjà du coup, mais j'ai vu la saison 3 cette année, et celle qui m'a marqué dans la saison 3 c'est une autre actrice alors attendez, je cherche son nom. C'est Lisa Colden Sayas qui joue le rôle de Tina. Ah oui. Et pareil, elle a un épisode dans la saison 3 mais qui est dingue où on découvre son origin story et comment elle est arrivée à travailler dans le restaurant de Carmi, et cet épisode mais il m'a bouleversée. J'avoue que c'est un personnage où tout le monde est un peu mitigé au début, parce qu'il me semble qu'au tout départ elle est assez imbuvable en fait. Enfin tu te dis mais pourquoi elle est comme ça, et effectivement elle a une évolution de personnage assez incroyable en fait. Très très bon.
Et du coup, dans le chat, on nous parlait de Ripley et de Andrew Scott. Bon, déjà, je ne sais pas s'il y a vraiment des trucs où Andrew Scott peut être mauvais. Peut-être finalement, l'endroit où il était le plus mauvais, c'était dans Sherlock, mais plus ça va, plus je me dis ça. En tout cas, c'était l'endroit où il cabotinait le plus. Mais Ripley, je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je sais que je l'ai vu, cette série, mais je connaissais pas ni le bouquin d'origine, ni les adaptations qu'on avait déjà été faites, notamment une avec Tom Hanks, si je dis pas de bêtises, du talentueux Monsieur Ripley. Et du coup, j'ai trouvé ça très froid. Je trouve pas que ce soit une mauvaise série du tout, mais je suis resté un peu en dehors, mais j'admets que c'est très bien exécuté. Voilà. Si vous aimez bien ce type d'histoire, voilà. Ça marche bien. Et le chat, qu'est-ce que j'ai mis, moi, dans le cette chat quête mentionne également Fellow Travelers et les deux acteurs de Fellow Travelers, dont ce merveilleux Jonathan Bailey. Il est formidable. Pardon. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter pour dire du bien de Jonathan. Ouais, tu fais bien, parce que moi, si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas su quoi répondre, je ne connais pas cette série. Donc, j'ai pas vu la série, par contre j'ai vu Jonathan Bailey sous beaucoup de couture dans beaucoup d'autres trucs. Et justement, je veux regarder Fellow Travelers juste pour Jonathan. Ok, on me corrige, c'est Matt Damon de Pat Hanks, effectivement, de Monsieur Ripley, le premier film. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette catégorie? Moi j'ai mis The Gentleman de Guy Ritchie. Voilà. Qui est du coup une série dérivée de The Gentleman, le film. Alors ce qui est un peu étrange avec cette série, c'est que pour le coup, je l'ai maté un peu en me disant bon, pas plus quoi, et en fait au final c'est quand même très fun dans sa première partie, un peu moins dans la deuxième. Globalement, si vous connaissez pas le principe, dans The Gentleman, le film, et donc du coup ici aussi, c'est des gens qui font pousser de la bœuf dans les sous-sols de manoirs anglais ou enfin de lords anglais qui sont complètement à la ramasse parce qu'ils peuvent plus payer leur château. Donc c'est un peu ça le principe de la série. Donc c'est des gens qui se retrouvent là, en l'occurrence on suit. Alors au niveau du casting, on a Theo James qui est un rescapé de Divergente, du coup qui était le love interest de Divergente. Voilà. Il y a Kaya Scodelario, il y a Joely Richardson. Alors je sais pas si vous vous souvenez de cette personne, mais c'est la personne qui jouait dans Les 101 Dalmatiens, le film. Quand je l'ai vu, ça m'a fait un flash de je connais cette personne et je crois que je sais dans quoi. Voilà. Donc actrice anglaise. Il y a Giancarlo Esposito qui vient faire le méchant, comme d'habitude. De toute façon, il fait ça tout le temps. Voilà. Et il y a Daniel Ings, du coup, qui va être le futur. Ça boucle avec Nympha, du coup, c'est le futur Baratheon de Dunkelhoff, du coup. Voilà. C'est lui qui va le jouer. Alors là, il est dans un tout autre registre, puisqu'il est plutôt du genre camé déguisé en poulet pendant les 2 premiers épisodes. Voilà. Mais dans l'idée, c'est tous ces personnages qui se retrouvent à devoir gérer ce truc-là. Il y a vraiment un truc un peu de jeu de rôle, je trouve, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, ça vient frapper à la porte du manoir, et qu'est-ce que ça va être l'emmerde de l'épisode. Et tous ces gens-là ont l'air... ces espèces de gens qui peuvent pas se blairer, mais qui en même temps sont quand même obligés de composer ensemble par la force des choses. Et le casting est plutôt savoureux, et ça passe tout seul, quoi. Voilà. Et au final, j'ai re-regardé le film après la série, et en fait la série est mieux que le film. Alors que je trouvais que le film déjà était un des meilleurs Guy Ritchie des 5-10 dernières années. Voilà. C'était plutôt rigolo. Catégorie suivante, qu'est-ce qui vous a déçu? Et c'est Nympha qui commence. Alors, moi, dans les déceptions, j'ai mis The Morning Show. On ne met pas House of the Dragon. Non. Pardon. Non, alors oui, c'est pas forcément la meilleure saison du monde, mais c'est pas non plus si mauvais que ça, quoi. Je veux dire, en vrai, si je suis objective, ça reste quand même une série de très bonne qualité. The Morning Show, vraiment, ça m'a gavé. J'avais beaucoup aimé la toute première saison. Qui est donc du coup on suit les personnages de Jennifer Aniston et de Reese Witherspoon qui sont qui tiennent un morning show, donc un journal télé aux États-Unis du matin, une émission du matin, parce que là-bas ils n'ont pas que le journal télé, ils ont aussi plein de petites séquences où ils font la cuisine, machin, bref, c'est un peu télé matin mais version un peu plus glamour, quoi.
Dans la première saison, ça questionnait énormément MeToo, le consentement, etc. Parce que donc, en fait, le personnage de Reese Witherspoon remplaçait le personnage de Steve Carell qui avait un procès MeToo aux fesses, globalement. Et j'avais trouvé la saison 1, mais vraiment très 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 bien fichue. Elle questionnait énormément, elle m'avait vraiment beaucoup bouleversée. Donc du coup je partais confiante sur la suite, quoi. Et en fait la saison 2 c'est une saison consacrée au Covid que j'ai trouvé déjà assez anxiogène, mais même qui en termes de rythme était pas intéressante. Et la saison 3 s'améliore un tout petit peu, mais on a un espèce de proto Elon Musk et on parle un peu de la concentration des médias et des rachats des médias par des oligarques et tout. Mais je sais pas, c'est moins intéressant, ça arrive, et surtout j'ai trouvé que Jennifer Aniston et Reese Witherspoon en font des tonnes, et c'est fatigant. Du coup, voilà. Pourtant, Dieu sait que j'adore Jennifer Aniston, hein, dans des rôles comiques, je trouve qu'elle est vraiment sous-cotée, Jennifer Aniston. En vrai, dans Friends, quand on regarde son timing comique, elle est excellente. Elle tient très très bien la baraque quand il y a des scènes comiques à faire, et elle mériterait d'être plus reconnue pour ses talents d'actrice que pour juste sa plastique et pour être la jolie fille bébête dans Friends, parce qu'en fait le rôle de Rachel, elle l'habite vraiment pour ses talents d'actrice. Donc vraiment j'aime beaucoup 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 Jennifer Aniston, mais là vraiment je pouvais pas. Dans Morning Show elle fait la grimace et elle gémit tout le temps, et c'est épuisant. Et toi Flamme, qu'est-ce qui t'a déçu? Alors, je précise que je vais expliquer pourquoi hein. J'ai choisi ça. Moi, je suis désolée, mais en vrai, c'est les Anneaux de pouvoir. J'ai vraiment du mal avec cette série. J'ai vraiment du mal. C'est pas que elle est à jeter à la poubelle, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'aime tellement les films et l'univers qu'en fait, j'ai été plus que déçue en voyant cette série. Parce que je m'y retrouve pas, en fait. Je me retrouve pas dans l'univers que j'ai adoré au niveau des films. Il y a quelques trucs où j'ai eu un petit espoir en saison 2. Je me suis dit, ah, allez, ça part bien. Il y a des beaux visuels et tout. Et malheureusement, ça tire trop en longueur. Et on voit que ça patauge. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage, en fait, parce que je pense qu'il y a tellement mieux à faire. C'est pour ça que ce sera ma grosse déception de cette année. J'avais espoir que la saison 2 soit mieux que la saison 1 pour moi. Mais malheureusement, pas plus que ça. Après, on reste quand même sur une série qualitative, hein. Je ne vais pas non plus la descendre en flèche, mais je pense que je me réfère trop au film et à ce que j'en attendais, à mes attentes. Et donc, voilà, je suis déçue par les Anneaux de pouvoir, de manière générale, voilà, je dirais. Je crois que t'es pas la seule. Vous en avez pensé. Ouais, bon, ça va. Non, moi je dirais même que t'es plutôt gentil, parce que chez moi, les Anneaux de pouvoir, je sais que j'ai un copain qui regarde, qui aime bien, et vraiment, moi, je la regarde juste pour pouvoir lui envoyer des SMS pendant les épisodes avec du trash talk, hein. Vraiment, c'est devenu mon plaisir coupable, hein. Donc du coup, voilà, moi j'avoue... C'est une série où je me suis endormie devant un épisode, pas par fatigue, mais par ennui quand même. Et ça, c'est à relever, je pense. Vraiment. Et moi, ça m'était arrivé en saison 1. J'avoue que la saison 2, comme j'étais en train de chercher la petite bête pour trop... C'est la saison 2, j'étais tellement en train de chercher la petite bête pour pouvoir envoyer des SMS rigolos que du coup, j'étais pas dans la même dynamique. Le troll. Du coup. C'est ça. Vraiment, heureusement que j'avais pas Twitter à ce moment-là, je crois, parce que... Non. Moi, ils m'ont perdu quand... Non, mais de toute façon, oui, non, je vais pas rentrer dans le sujet, je vais trop traîner. Yoda, toi, qu'est-ce qui t'a déçu? Moi, c'est pas tant que ça une série, parce que vu que j'ai pas regardé grand-chose finalement, et que j'ai très vite abandonné les quelques séries qui vraiment me plaisaient pas, j'ai pas vraiment de série dont j'ai regardé la saison en entier ou qui m'a pas plu. Y compris les Anneaux de pouvoir, que pour le coup j'ai bien aimé, mais c'est vraiment pas que cette série, parce que c'est la faute d'Elrond que j'aime beaucoup. Du coup, c'est plus un truc général, un avis général en fait sur les séries. En fait,
Et pour le coup, du coup, c'est Dead Boy Detective qui va prendre pour tous les autres, mais en fait, je pense que c'est la suite de Lockwood Co et de Shadow and Bones. Sur la liste, en fait, les différences et abandonne alors que c'est la fin de la première saison, ça me saoule. Mais vraiment d'une force de plus en plus, en fait. Et, euh, et, et je trouve ça très dommage parce que c'est des petites séries mignonnes, plutôt sympathiques. Et je ne comprends pas tant que ça en fait. Est-ce que ça leur coûte si cher que ça, ces séries? Peut-être pour Shadow and Bones, mais ils se sont allés jusqu'à la saison 2 quand même avant de l'abandonner. Lockwood Co et Dead Boy Detective, je pense pas que ce soit les effets spéciaux que leur réussir, qu'honnêtement ils sont un peu dégueulasses, hein, on va pas se mentir. C'est des acteurs plutôt jeunes en fait et pas très connus, donc je pense pas non plus que ce soit leur salaire qui leur coûte si cher que ça. Alors, C'est je comprends pas en fait trop ce qu'ils cherchent à faire avec toutes ces séries qu'ils lancent et qu'ils annulent assez vite finalement. alors, de manière générale, Je suis un peu dégoûtée du coup moi sur cette. en fait, de manière générale, je sais pas, Netflix ils annulent effectivement beaucoup de séries, mais Dead Boy Detective c'est un cas particulier, c'est-à-dire que c'est une série de Neil Gaiman et donc Dead Boy Detective c'est annulé parce que Neil Gaiman est accusé de harcèlement et des cas et de viol et d'agression sexuelle et enfin bon de à peu près tout ce que vous pouvez imaginer par beaucoup de femmes, des trucs très sales, et donc Dead Boy Detective c'est annulé à cause de ça. Il y a un très bon article de Comics Blog qui reprend ça. Voilà. Ah, j'avais pas trop compris, parce que comme il est ni au scénario, ni à la réalisation, ni à la production, en fait, sur cette série-là, je pensais qu'il intervenait pas du tout. Si, a priori, c'est une adaptation quand même de ses œuvres. Et il a oui, c'est une adaptation, juste parce que ça vient de Sandman, en fait. Dead Boy Detective, il vient de Sandman, donc... mais je pensais que juste c'était perso et c'est tout. Après, est-ce que Netflix cherchait une occasion pour pouvoir l'annuler? Ça s'est présenté et du coup ils ont mis ça, ouais. Ça c'est une possibilité. Mais c'est vrai que Neil Gaiman c'est particulier depuis un an. Ah oui. Mais après le côté lancement de saison et arrêt, c'est juste que je pense à part leurs gros trucs qui marchent, type Stranger Things où ils vont jusqu'à la saison 5 avec des moyens qui sont démesurés, le reste c'est juste qu'ils cherchent un événement et une saison 1 c'est un événement, une saison 2 ça l'est rarement quoi. C'est tout. Ouais. Faut pas chercher plus loin, c'est une logique purement mercantile de ramener des gens sur la plateforme avec un nouveau truc à chaque fois quoi. C'est triste, mais dans ce cas-là, pourquoi pas terminer en fait, arrêtez, ayez une fin à votre série. Faites vraiment une seule saison, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plein, ils ont mais surtout ces derniers temps, j'ai lancé beaucoup, qui n'ont absolument pas de fin, quoi, vraiment. Et c'est nul. Voilà, du coup, c'était ma déception de l'année parce que j'ai pas vraiment de séries en soi qui m'ont vraiment déçu. Même Dead Boy Detective est très agréable à regarder, hein, très sympa comme série, quoi. Mais il n'y a pas de fin. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui parlent de The Boys saison 4. Ouais, alors moi, The Boys, j'ai découvert l'année dernière. Hein, donc vraiment, j'ai pas. C'est récent. Donc ça va à peu près bien sur les 3 premières saisons. J'ai trouvé Gen V mieux que la série mère. Et au final, la saison 4, quand j'y suis arrivé, j'étais là. Oui, c'était peut-être la série où il fallait condenser avec la 5 et puis il fallait en faire qu'une, quoi. Je pense que ça aurait gagné. C'est vraiment le surplace, comme on en fait beaucoup moins. Non, on n'en fait pas beaucoup moins. House of the Dragon a le même problème, c'est-à-dire que ça délaye la sauce pour retarder l'inévitable. Et du coup, c'est pas folichon, quoi. C'est un peu long. Mais c'est pas ça que moi j'ai mis dans ma catégorie déception. Moi, alors malheureusement, dans ma catégorie déception, c'est une semi-déception. Hein. C'est vraiment parce que je devais mettre un truc. Et bien j'ai mis la nouvelle saison de Doctor Who. Mais ça m'emmerde, en fait, d'avoir mis ça là. Parce que j'étais méga hypé par le retour de Russell T. Davies. J'ai plutôt bien aimé les spéciaux l'année dernière. J'aime beaucoup Nkutigawa. Et du coup, je sais pas ce qui se passe dans la mayonnaise, mais ça prend pas quoi. Il y a un truc qui marche pas. Alors je sais pas pourquoi. La Murray Gold à la musique fait des prouesses,
Et il y a des épisodes où ça fonctionne très bien, il y a des excellents épisodes, mais globalement, ce qui me reste, c'est une impression un peu moyenne, notamment à cause du final que j'ai pas vraiment réussi à suivre et qui m'a pas vraiment intéressé. J'ai regardé l'épisode de Noël par curiosité, c'est-à-dire que c'est un épisode de Noël écrit par Steven Moffat, donc c'est-à-dire que c'est le docteur qui va croiser une blonde à différentes époques de sa vie. Voilà, c'est un épisode de Steven Moffat. et, euh, et du coup, je sais pas, c'est vraiment dommage. Il y a plein de choses dedans qui me plaisent beaucoup, même dans les thématiques abordées, dans certains épisodes. Il y en a certains qui sont brillants. Celui qui s'appelle de mémoire, alors c'est 73 Yards, je crois, en anglais. Donc à peu près vers le milieu de la saison est brillant, mais bon, du coup c'est un épisode sans docteur, du coup c'est particulier aussi, parce que c'est un épisode où il n'y a que le compagnon. Mais il y a d'autres trucs, ouais, je sais pas. Ah, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et pour le coup j'ai re-regardé effet Noël arrivant, on s'est dit on va regarder les épisodes spéciaux de Noël de Doctor Who avant Noël. Bon, au final on a regardé toutes les saisons avec David Tennant. Et je ne sais pas comment expliquer ce qui fonctionnait à cette époque-là, ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans cette manière d'écrire, je ne sais pas. Mais voilà, c'était ma petite déception de l'année. Bon, j'ai regardé en entier quand même. Et après, c'est comme tu disais, Yoda, c'est difficile de trouver une série où tu as regardé en entier et où tu as été un peu déçu, parce que généralement, quand tu n'es pas content, tu t'arrêtes sur les séries. C'est pas comme un film où finalement tu vas rester dans la salle jusqu'au bout, tu vois. Tu te dis, bon, allez, dans 1 heure, je sors, de toute façon, ça va se terminer. Une série, c'est pas pareil, comme tu as le pouvoir de pouvoir couper, tu peux t'arrêter à n'importe quel moment, quoi. Et on va passer du coup. En plus, de toute manière, pour le coup. Enfin, voilà. Je veux dire, le fait qu'il y ait finalement plutôt des courtes séries, et on fait aussi le fait que maintenant, je m'embête plus, ça me plaît pas, j'arrête, et puis voilà, quoi. C'est. Me sens moins impliqué comme à la grande époque de la 8e saison de Supernatural, que je voulais absolument voir, parce qu'évidemment, je venais de me fader les 7 saisons d'avant, en fait, quoi. Voilà, donc... Bon, bah du coup, il nous reste que le meilleur. Il nous reste que la catégorie meilleure série. Flamme, qu'est-ce que c'était ta meilleure série ? Et si je fais le bilan de toute l'année, ma meilleure série reste quand même House of the Dragon pour énormément de raisons. Voilà, je suis désolée, j'ai pas... Elle est en train de nous faire une Dune Corondar, là. C'est une intervention. Il va falloir faire quelque chose. Il faut reconnaître quand même que même si on a été déçus pour énormément de choses, notamment la lenteur, etc., ça reste quand même une excellente série. Et je suis partagée entre le fait que oui, j'ai été déçue quand c'est sorti. Je l'ai revu depuis, en sachant, voilà, et j'ai su l'apprécier un peu mieux. Donc franchement, voilà, ça reste ma meilleure série de 2024, en tout cas. Voilà, je peux pas la détrôner, c'est pas possible. Et toi, Nafa ? C'est quoi ta meilleure série de cette année ? Alors moi, c'est votre meilleure série de l'année d'avant, parce que du coup, vous m'avez tellement hypé. Cédric, qui doit être sur le chat aussi, qui est un copain du Discord de Marjolaine de la Gazette, mais qui aussi m'a grave hypé le Discord de Popcorn Therapy. Donc, c'est Ted Lasso. Ted Lasso qui, voilà, maintenant, elle s'est rendue au rang de mes séries préférées ever. Pourtant, c'est difficile maintenant de devenir, de faire partie de mon panthéon personnel. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Mais vraiment, Ted Lasso, c'est merveilleux, quoi. Ça aurait pu rentrer dans l'intégralité des catégories d'avant. C'est-à-dire que c'est une super musique. Elle fait pleurer, elle fait rire, elle est choupie. Je voulais tout le temps la suite. Les personnages, le casting, il est formidable. Il y a tout qui va. Enfin, c'est formidable. Ted Lasso, c'est une merveille. Je suis. Et la seule déception, c'est que ça s'arrête. Vraiment. Et encore, tu vois, parce qu'il y a une vraie fin. Il y a une vraie fin qui est cohérente, qui est. Alors, effectivement, après, tu te sens un peu orphelin parce que t'as envie de vivre avec eux encore. Mais d'un autre côté, c'est aussi satisfaisant de voir une belle série qui se finit bien et qui se finit au bon moment. Et je suis un peu dubitative du coup pour leurs histoires de nouvelle saison. Je sais pas trop quoi en penser, parce que d'un côté ça me fait tellement plaisir aussi de les retrouver que ouais, et d'un autre côté je sais pas, elle est finie et
et la conclusion est une vraie conclusion aussi, quoi. À un moment, faut savoir dire adieu, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je suis très sceptique sur le retour d'une série qui en plus s'est terminée il y a vraiment pas longtemps. Enfin, Oui, voilà. puis c'est Des des fois trucs, ça arrive c'est pour des trucs des... c'est un truc du style en plus, genre on réfléchit à revenir, on réfléchit à revenir sans Ted Lasso quoi. Du coup, enfin il y avait ça en tout cas à un En moment plus, dans les discussions, c'est-à-dire que l'acteur principal voulait pas forcément reprendre son rôle, du coup, eh, compliqué. ouais. Alors que je trouvais qu'en effet la fin était très bien. Mais bon, si vous n'avez pas Et, regardé encore Ted Lasso, regardez Ted Lasso. Ted Lasso, c'est merveilleux. Voilà. Oui. Et toi Yoda, du coup, c'est quoi ta meilleure série de cette année? Ben, moi, Doctor Who. Voilà. Histoire de bien te contrarier. Non, bah c'est bien, c'est bien. Moi, Ouais, moi, voilà. ça me fait vraiment l'effet, j'aurais aimé aimer plus. Hein. C'est vraiment, c'est plus ça qu'une réelle déception. quoi. J'ai vraiment eu du mal sur les dernières saisons, pour le coup, où je trouvais que c'était très poussif, Oui, oui. avec des thèmes lancés, pas terminés. Il y a quand même toujours cette saison de Flux qui avait été lancée et qui finalement, on est, ben, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ben, rien, parce que tout a changé depuis. Voilà. Le nouveau Docteur est fabuleux. Vraiment, je l'adore. Il est génial. Et j'ai retrouvé un petit peu ce truc avec des épisodes avec des thèmes. Je ne sais plus combien de yards. Voilà, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'épisode de Taylor un petit peu, mais pour le coup, moi je ne connais absolument rien à Bridgerton que je n'ai pas vu, que je n'ai pas lu. C'est pas grave, pour le coup, je me suis régalée. J'ai adoré ce personnage secondaire qui passe en fait dans l'histoire, voilà. Le final, Oui, en effet, il a un acteur trop bien en même temps. Attends, comment il s'appelle? Oui. C'est. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Non, je vais pas le retrouver. C'est on va pas le retrouver. Nymphal, ouais, qui c'est? C'est Oh, carrément, pour le coup. C'est le mec qui fait Christophe dans La Reine des Neiges, qui chante dans Hamilton. Ah, qui c'est est Jonathan dans Groff. Glee. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jonathan Groff. Jonathan Groff, ouais, c'est ça, exactement. Merci. Glee. Voilà. Glee Forever, les gars. Voilà. Et donc en effet, le final en soi m'a un petit peu moins plu, mais n'empêche c'était pas grave parce que j'ai bien aimé l'épisode de Noël pour le coup, le dernier là. Pas tant pour Est-ce que ça vient de moi ou est-ce qu'on n'entend plus Yoda? Ah, je ne vous entends plus non plus. Chris a l'air de parler et je n'entends plus Chris. Fichtre, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le son. Alors, je vais meubler en attendant, en essayant de retrouver le son de... Ah, il n'y a que moi qu'on n'entend pas. Ça y est, non, on entend Chris. Alors, Chris, je t'entends. Les autres, parlez. Ok. Est-ce que j'entends Flamme? Moi, j'entends tout le monde. Hein, Ah, c'est bon. Flamme. Et du coup, Yoda. C'est sur du Yoda coup, visiblement, c'est moi qu'on entend. Ah, ça y est, on t'entend aussi. C'est bon, t'es revenu. Bon, Ah, bon, d'accord. Voilà. Donc pour dire qu'en fait, moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle saison et je trouve c'est un bon moyen en fait pour les personnes qui n'ont pas envie de se refaire toutes les saisons d'avant et tout, oui. puisque pour le coup ça a vraiment un nouveau départ, nouveau docteur, nouvelle campagne, il réexplique tout quasiment. Donc pour une personne qui veut se lancer dans Doctor Who, c'est vraiment le moment idéal cette nouvelle saison. C'est très bien. Moi en tout cas, je me suis régalée. À tel point qu'elle est notée saison 1 sur Disney+. Ça repart saison 1 comme c'était reparti en saison 1 en 2005. En 2005, ouais, c'est ça. En 2005 déjà, voilà, c'était... Voilà, voilà. Ça peut être très facilement un nouveau départ pour des personnes qui veulent découvrir la série. Qui ne vous empêche pas derrière après de redécouvrir toutes les autres. On va commencer dès le début. Alors dès le début, ça peut être compliqué quand même parce qu'il ça date. Ouais, il y a un gap de réalisation quand même. Fabuleux.
vraiment, Jamie et tout, du coup, au tout départ, c'est vraiment deux personnages excellents que j'aime beaucoup, avec une relation docteur-compagnon, pour le coup, excellente. Jamie est vraiment un des meilleurs compagnons qui puisse exister. Bah, du coup, toi, Chris, il ne manque plus que toi. Ouais, bah moi, à un moment, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je mettrais quand même en meilleure série? Quel est le truc qui m'a le plus marqué? Et en fait, au final, c'est marrant, parce que c'est arrivé en début d'année. Et souvent, les trucs qui arrivent en début d'année, on a tendance à les oublier quand on arrive à la fin de l'année. Ou à les classer dans l'année d'avant, quoi. Et en l'occurrence, moi, c'est Fargo saison 5 que je mettrais dans meilleure série. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 5. Donc, de manière générale, je trouve que bon, il y a des saisons qui sont un peu en dessous sur Fargo, les 3 et 4 peut-être, mais il y a encore la 3 plus que la 4. Mais il y a toujours des raisons de se réjouir d'une nouvelle saison de Fargo. Là, il y a pour le coup, on aime bien Ted Lasso, il y a Juno Temple dedans, qui joue le rôle principal. Il y a John Hamm, il y a comment il s'appelle, il y a le mec qui joue Steve justement dans Stranger Things, donc du coup le mec qui a le meilleur rôle dans Stranger Things qui vient dans Fargo. Il y a tout un tas le casting est incroyable, et cette fois-ci ça s'attarde sur comment est-ce que je pourrais résumer ça sans spoiler? Bon, c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit sa petite vie d'américain moyen, et un jour, il y a des gens qui débarquent pour une raison X ou Y. Alors, soit c'est le hasard, soit c'est quelqu'un qui a un passif dont il ne veut pas parler. Ça, je vous laisserai le découvrir. En l'occurrence, c'est le personnage de Juno Temple. Du coup, bah, il passe tout un tas de choses. Et bon, il y a une petite réécriture de qu'est-ce que c'est l'Amérique masculiniste de Trump. Ça arrive peut-être un peu trop tard. Voilà. Mais au-delà de tout ça, si vous faites un peu attention, il y a aussi une réécriture en miroir du Magicien d'Oz. Et du coup, c'est un peu rigolo, sachant qu'on a eu le week-end à la fin de l'année. Donc on a ce truc-là, quoi. Il y a l'idée que peut-être ce personnage qui vient d'un ranch est passé de l'autre côté de l'arc-en-ciel, mais peut-être que les gens sont aussi passés de l'autre côté de l'arc-en-ciel pour venir la récupérer. Enfin, bon, il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont un peu rigolos à voir. Et voilà, saison 5 de Fargo, c'est vraiment très très bien, c'est toujours très bien joué, très bien réalisé. Rien à redire là-dessus. C'est presque un peu énervant tellement c'est parfait parfois, quoi. J'ai l'impression qu'on est venu à bout de notre petite liste. Si je ne dis pas de bêtises. Nous dit, mais vous avez pas vu Shogun? Alors c'est la minute où je dis que moi j'ai détesté Shogun. Enfin, j'ai pas détesté, mais j'ai trouvé que il y avait vraiment des énormes faiblesses béantes dans cette série. Visuellement, je trouve que c'est d'un cheap absolu. Enfin vraiment, mais faire des séries comme ça en 2024, ce n'est pas possible. Déjà, mettez des lentilles correctes à vos... Et pas des... Franchement, il y a des cosplayers qui ont des meilleures lentilles que ça, quoi. Vraiment, mais... Puis Cosmo Jarvis, mais l'acteur, il a vraiment le charisme d'une huître morte, quoi. À côté de Kit Harington, excusez-moi, mais c'est un génie de l'acting. Là, vraiment, Cosmo Jarvis, c'était pas possible. Mais les paysages japonais... Alors, c'est clairement tourné au Canada, ça n'a rien de japonais. Après, il te faisait des espèces d'effets de réalisation fisheye. Genre, regardez comme je suis un bon réalisateur et j'ai des effets esthétiques. C'était dégueulasse. T'avais envie de vomir la moitié du temps parce qu'il te faisait des gros plans, des choses infernal. Non, Shogun, c'est un immense nom pour moi. Voilà, c'est tout. Il y avait... en plus, mais les acteurs, ils en faisaient des caisses tout le temps. Oh là là. Mais bon, le pire restait quand même Cosmo Jarvis. Est-ce que, d'un point de vue des décors, quand même, on est au-dessus, attention, je vais troller, hein, on est au-dessus de Astérix et l'Empire du Milieu, qui a été tourné dans le Cantal, mais ils essaient de faire croire que c'est en Chine. J'avais prévenu. Le level est bas, là, quand même. Mais vraiment, ouais, voilà. Non, je comprends pas la hype autour de Shogun. Vraiment, non. Après, l'histoire est intéressante, hein, les histoires politiques de Shogun, c'est bien. Mais du coup, je vais lire le livre, je crois, parce que... Mais enfin, non, pas forcément, parce que du coup, maintenant, je me suis coltiné la série, donc ça va. Une fois, ça suffit. Parce qu'en plus, vraiment, ça avait un côté un peu genre, vas-y, on essaie de faire du edgy, du politique, et en fait, c'était
couru d'avance, tu comprenais déjà ce qu'ils allaient faire et tout. J'ai trouvé que c'était téléphonique au possible. Donc non, vraiment, non, il n'y avait pas grand-chose qui... Enfin, non, il y a... Si, comment elle s'appelait il y a une actrice là qui est très très belle et qui jouait très bien, que je sauverais de l'actrice principale qui avait Mariko Sama, qui était charmante, mais c'est à peu près tout ce que je sauve de cette série. Voilà. Mais bon, ce n'est évidemment que mon avis, et je sais que je n'ai pas l'avis consensuel de... Moi, j'ai même pas pris le temps. À un moment, je m'étais dit, je vais regarder le premier épisode, ne serait-ce que pour me faire une idée, et puis j'ai même pas pris ce temps-là. Donc, du coup. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Vous avez d'autres meilleurs trucs que vous avez vus dans le chat, à part Shogun qui fait débat? Non, mais après, je vous accorde que j'ai un avis très, très, très peu consensuel sur la série et que manifestement, elle a plu à beaucoup de monde, donc elle doit avoir un truc. Et encore, méfiez-vous, on l'a pas lancé sur Bill le Poney dans le Seigneur des Anneaux. Alors, faites attention. Faites attention. On peut partir loin. Bill, le seul et vrai héros de la communauté de l'anneau. Ah, voilà. Alors du coup, est-ce que le chat a d'autres Du coup, j'ai envie de la regarder, Shogun. Tu vas adorer, hein. Comme on n'a jamais les mêmes goûts. Mais alors franchement, non, Cosmo Jarvis, quand même, vraiment, je pense que j'ai quand même l'impression qu'il fait un peu l'unanimité pour dire que lui, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est le seul qui n'a pas eu la moindre récompense de tout le casting. Et quand même, c'est pas pour rien, quoi. Le mec, ils auraient... Voilà. J'ai quand même l'impression que Cosmo Jarvis, il y a consensus. Au moins là-dessus. Tu vois, je vois même pas qui est cette personne. Pas qui est cette personne. Mais il a jamais rien fait. Apparemment, c'est un chanteur. Voilà. Il a pas fait grand-chose d'autre. Non, parce que ça a l'air d'être avant tout un musicien et un chanteur, quoi. Bah, ouais. Du coup... ils auraient pu prendre un mec qui avait les yeux bleus pour pas mettre des lentilles dégueulasses à leur acteur qui n'a pas de charisme. Voilà. Ah si, dans les trucs que j'ai envie d'essayer, il y a quand même, si on peut parler un peu, le temps que les gens réagissent peut-être un peu dans le chat, il y a la nouvelle version qui vient de sortir du Comte de Monte Cristo, avec Sam Claflin dans le rôle du comte et Jeremy Irons dans le rôle de l'abbé. C'est un peu rigolo parce que la France a quand même produit en partie cette série. Et du coup, c'est un peu marrant que ça sorte à cette heure-là. Et du coup, c'est sorti, je crois que le premier épisode a dû sortir la semaine dernière ou un truc comme ça. Donc je suis un peu curieux. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. À mon avis, je sais même pas. À mon avis, c'est la BBC qui a dû produire ça ou un truc comme ça. Moi, je n'ai même pas entendu parler. Ok. Voilà. Je vais essayer de trouver la réponse vite fait. Et du coup, je trouve ça un peu rigolo. Et j'ai un peu envie de comparer les deux quand même. On va mettre 2025, je pense, parce que du coup, il commence à peine à sortir. Ouais, le chat nous dit que Mr. et Mrs. Smith, ça a l'air bien aussi. Mais moi, j'avoue, j'ai pas du tout regardé cette série. Non, mais non plus. Moi, j'ai vu le vieux film, moi, mais enfin le vieux film. Oui. Le film à l'époque où Brad Pitt était jeune, quoi. Ouais, ouais, pareil. Mais apparemment, la série n'a si pas grand-chose à voir. Non, pardon, c'est une coprode France-Italie, le Comte de Monte Cristo. Donc c'est un peu rigolo. Avec des acteurs anglais encore. Ouais, comme avec des acteurs anglais. Avec des acteurs anglais comme Jeremy Irons. C'est tellement drôle, Leonardo. Avec l'acteur le nain dans... Bon, pareil, c'est Leonardo. Ça commence à dater quand même, cette série-là, ça doit bien avoir 4 ou 5 ans maintenant. Il était très bien, hein. Il est absolument charmant, moi je l'aime beaucoup cet acteur. Mais le truc était en anglais, c'était une coprode italienne, en fait pareil, mais tout était tourné en anglais. C'était fabuleux. Et bien là, du coup, c'est pareil. Du coup, il y a ces deux acteurs anglais et Anna Girardot qui vient jouer Mercedes. Pourquoi pas. Voilà. Hop là.
Ça fait un peu Camoulox, là, arrivé là. Ouais, c'est ça. Alors sinon, on C'est nous ça, parle de c'est ça. Slow Horses sur le chat. Moi, j'avoue Ah que- oui, j'ai un peu moins accroché à la saison 4 qu'aux précédentes. Mais par contre, c'est toujours rigolo d'aller voir Gary Oldman qui pète et qui dit n'importe quoi en mangeant n'importe quoi. Mais c'est. Après, ça reste de casser votre image d'Épinal, quoi. Vraiment, si pour vous, c'est le dandy, Sirius Black, Dracula, tout ça, là, on oublie, quoi. Mais. J'irai pas voir alors, ça va. C'est vraiment le personnage est caractérisé. La première scène où il apparaît, il pète. Hein, donc, du coup, faut être prêt, quoi. Il a des prothèses partout. Ils lui font manger des trucs dégueux. Genre, s'il peut manger une glace en faisant tomber la boule, il le fait. S'il peut de préférence se nourrir de noodles avec des sauces dégueu, c'est mieux. Vraiment, En tout effet, est fait pour. C'est un petit peu l'image que j'en ai alors. Donc voilà. Mais après, c'est rigolo. C'est une série qui est plutôt marrante et pour le coup, c'est le deuxième personnage principal avec lui, le deuxième acteur principal. C'est le mec qui joue Sauron dans le prologue des Anneaux de Pouvoir, là, Jack Lawden. D'accord. Ok. Espèce de sous Simon Pegg beau. C'est très bien trouvé. Et du coup, voilà. Donc, non, c'est marrant. C'est des petites histoires d'espionnage avec le MI6 et tout ça. Il y a Jonathan Pryce qui joue dedans aussi. Enfin voilà, il y a du beau monde, quoi. Et si, il y a l'actrice qui joue en face de Gary Oldman, c'est. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah! Il y a Christine Scott Thomas aussi. Si, c'est Christine Scott Thomas qui est là tout le temps. Alors oui, elle qui est justement ultra procédurière et l'autre en face qui en a rien à secouer, il y a des dialogues qui sont un peu mythiques quand même. Après, je sais pas où classer ça. C'est pas tout à fait du plaisir coupable parce que c'est trop bien produit pour ça et trop malin pour ça, mais c'est vraiment ça joue avec la frontière. J'ai l'impression que le chat n'a pas Et d'autres. t'as court d'idées? Et ta court d'idées, ouais. Oui. On les a séchés avec Gary Oldman qui pète, je crois. C'est bon, il n'y a plus personne qui s'en remettra. C'est vrai que la dernière phrase du chat est pas mal quand même. Ouais. On peut rester là-dessus, c'est très bien. C'est clair, on fera pas mieux. Ça clôture très bien ce live, je Si trouve. jamais vous voulez commenter et vous nous regardez en replay et que vous voulez commenter sur la vidéo YouTube, mettez-nous un petit vent. Les gens ne comprendront pas. Ça sera magnifique. Ça sera très bien. Si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est très bien. Ça nous fera plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous ont écoutés tout en entier. Jusqu'à ce moment de flottement, en tout cas. Enchaîner il derrière, reste c'est pas plus qu'à- facile aussi. Bah non, là, on peut plus, là. Bah, il reste plus qu'à nous quitter. Merci aux gens qui sont venus dans le chat. Merci à toutes les trois d'être venus pour ce live. Et puis, du coup, je répète, il y a un podcast qui sort demain. Il y a un Twitch jeudi pour parler du premier tome du Trône de Fer. Il y a un Twitch mardi prochain pour parler du premier tome de La Roue du Temps. Il y a un bilan film la semaine prochaine et il y a également le Fan d'Ival les 25 et 26 janvier. C'est bon, j'ai fini par mémoriser la date à 10 jours de l'événement, c'est pas mal. Donc voilà, tout plein de choses pour qu'on se retrouve complètement essoré début février. Et on vous dit du coup à la prochaine et à très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.